Alors, ce que je vous propose, pour cette question, vous pouvez remonter, allez, même au siècle dernier. Oh, alors, l'homme que je préfère au siècle dernier s'appelle Jules Durand. C'était pas vraiment un politique, c'était un ouvrier docker syndicaliste au Havre. Et Ah, en d'accord. 1906, il a euh, mené une grève de 13 jours pour la CGT. Il a gagné la journée de 8 heures. Et au bout de 13 jours, la Transat, qui était la compagnie qui amenait le charbon de Liverpool jusqu'au Havre, a fait un complot contre lui. Il y a eu une rixe, il faut voir le film Elia Kazan sur les quais, par exemple. Il y a eu une rixe, et puis l'un des hommes dans la bataille, il était alcoolique, est tombé la tête sur le trottoir, il est mort à l'hôpital. Et la Transat a organisé, payé 10 témoins pour accuser Jules Durand d'être responsable de la mort de ce Léon Daugé, jaune notoire. Et en payant ces témoins, bah, ils ont réussi à faire un procès en 2 mois, ils ont cassé la grève, et ils ont condamné Jules Durand à mort. C'est la D'accord. plus grande erreur judiciaire du XXe siècle, c'est le Dreyfus ouvrier. Je n'aime pas cette expression, mais Sacco et Vanzetti, si vous voulez. L'avocat de Jules Durand était René Coty, et celui qui l'a le plus défendu, c'était Jean Jaurès, bien sûr. Mais le pauvre Jules Durand a été enfermé, maltraité, avec des fers aux pieds, aux mains, avec des camisoles de force, sous une lumière permanente, et il est devenu fou. Ils ont fini, parce qu'il y a eu des procès, des manifestations et tout, par le gracier, mais en condamnant à 7 ans de prison. On se demandait pourquoi. Il était pour rien, il n'était même pas sur les lieux de la bagarre. Hein. Il était ailleurs, on lui a accusé d'avoir, par la parole, ordonné qu'on tue le jaune. Et bon, il a perdu la raison. Et il est allé d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique, de Sainte-Ville-les-Rouen au Havre, et du Havre à Paris, à Sainte-Anne. C'est d'ailleurs pour ça que la semaine dernière, j'ai inauguré un square Jules Durand dans le 14e arrondissement de Paris. Il y avait Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Maître Leclerc, et puis 40 dockers du Havre qui étaient là avec le drapeau, parce que c'est toute la mémoire d'un siècle de lutte ouvrière, et c'est une mémoire oubliée. Il y a une pièce de théâtre d'Armand Salacrou qui s'appelle Boulevard Durand. Il y a un boulevard Durand au Havre, et si vous allez faire un meeting au Havre, comme moi j'en ai fait beaucoup, et notamment le dernier contre la loi El Khomri, qui était absolument fabuleux, eh ben, vous avez le souvenir présent de Jules Durand. Et c'est D'accord. pour Donc, moi c'est aussi le héros du siècle dernier. d'accord. Donc, c'est aussi le symbole très fort qui vous marque dans ce personnage. Ben, je suis un Normand, moi je suis de Rouen, et comme j'ai pris ma première carte à la CGT en 1963, en la même année, j'ai vu la pièce de Armand Salacrou qui s'appelait Boulevard Durand et qui venait juste d'avoir été écrite. Elle a été écrite en 61, je crois. Et j'ai vu, ça m'a beaucoup influencé. J'avais 17 ans, et toute ma vie, si j'ose dire, depuis, est en hommage à Jules Durand. D'accord, d'accord. Vous essayez en même temps de vous identifier à ce personnage par rapport à son combat. Ben oui, c'est un combat fabuleux. C'est celui de tous ceux qui sont frappés par la répression et les machinations patronales. Et vous avez encore récemment défendu collectivement, d'ailleurs, avec Pierre Laurent, avec Philippe Poutou, avec Arlette Laguillet, avec Éric Coquerel, Farid Borsali, qui est un ouvrier de PSA, qui est actuellement condamné à 6 mois de prison avec sursis, sous le faux prétexte d'avoir retourné 2 doigts d'un cadre et D'accord, d'avoir poussé avec 9 autres salariés la porte du bureau du cadre. Et les 9 autres salariés ont été interrogés à 6 heures du matin. Ils ont été embarqués chez eux pour 9 heures d'interrogatoire. Ils ont été séquestrés par la police pendant 9 heures, en fait, parce que, comme Jules Durand, un siècle après, bah, ils défendaient leurs droits élémentaires. alors, je vais rebondir puisque vous avez parlé de théâtre. Je vais rebondir en vous posant une question un peu plus personnelle. Vous avez une œuvre culturelle préférée aujourd'hui? Une œuvre Une culturelle? offre Oui, comme qui par est préférée. exemple Alors, bah, un je livre, vais un vous dire, film. moi, je suis un amateur de polar. Toute ma vie, j'ai lu des romans policiers, et tous ceux que vous pouvez imaginer de toutes les catégories, depuis Edgar Poe jusqu'à nos jours. Et là, pour ma première fois, je viens de publier un polar qui s'appelle Sirium, qui est non pas avec un policier comme héros, mais avec un inspecteur du travail comme héros. L'inspecteur du travail s'appelle Jean Carré, il officie dans le C'est une 3e coïncidence? arrondissement. C'est une Bah non, coïncidence? c'est un choix, Non, non, évidemment, qui est je politique taquine. et littéraire, et Quel est ça se votre passe dans le parcours? 3e arrondissement de Paris. Vous savez, le 3e arrondissement de Paris, bah, il y a 35 000 habitants, 9 500 Chinois, et donc ça se passe entre autres, non seulement parmi les travailleurs, mais dans la communauté chinoise qui elle-même est opprimée. Il faut lire le polar pour comprendre ce que veut dire le titre, Serium, C-E-R-I-U-M, il est aux éditions du Cherche-Midi, et il part là, c'est pas un livre pour l'été, j'espère qu'il aura un bon succès. D'accord. Alors, pour une partie un peu plus numérique, est-ce que par hasard, il vous arrive de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que par hasard, vous avez déjà essayé le jeu Fiscal Combat?
Non, jamais. Ça m'ennuie les jeux vidéo, je m'excuse auprès des jeunes. Je comprends bien qu'ils sont très passionnés, mes enfants le sont. Mais moi, je consacre tout mon temps disponible reposé à la lecture. Alors, le jeu Fiscal Combat, c'est un jeu où Jean-Luc Mélenchon est en scène et qu'il combat le capitalisme, les fraudeurs, etc. Donc, voilà, si un jour vous avez Malheureusement, oui, malheureusement, la lutte anticapitaliste, c'est pas un jeu vidéo. Voilà. Voilà. Non, mais c'était une initiative du Discord et qui permettait justement, avec pédagogie, de parler de ce sujet. On va dire que tous les moyens sont bons. Alors, pour revenir un petit peu sur la politique. C'est vrai, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle exactement le quai. C'est les mineurs, en fait. Hein, c'est Orwell. Et c'est les mineurs en Grande-Bretagne. Et il décrit la vie des mineurs en profondeur, dans le détail. Je suis encore bouleversé à chaque page de ces souvenirs qui remontent à 1934, écrit par George Orwell. Le quai de Vigan. Alors, je veux revenir un petit peu sur la politique, Gérard Filoche. Oui, je fais de la politique toute ma vie, oui. Donc là, on va plutôt être sur une route pour ce qui s'était passé avant. Donc, tout notre parcours politique a consisté, donc tant que cela était possible, hein, à réunir l'ensemble des gauches. Oui, c'est vrai. Mais ça a commencé forcément parce que moi, je vous dis, ma première carte syndicale en 63, donc je me battais pour soutenir les mineurs, et chaque fois qu'il y avait une grève qui était unitaire, elle gagnait. Et ensuite, les premières manifestations de 1966-67, qui ont précédé mai 68, étaient déjà pour la défense contre des ordonnances qui attaquaient la sécurité sociale. C'était Pompidou et De Gaulle qui faisaient ces ordonnances. À ce moment-là, ils voulaient enlever le contrôle de la sécurité sociale aux syndicats ouvriers, ils voulaient supprimer les élections et ils voulaient instaurer un paritarisme qui donnait en fait le pouvoir aux patrons. Vous savez, avant ça, les patrons n'avaient que 11,5% de poids dans les caisses sociales. Et là, on leur a donné 50-50 en instituant un faux paritarisme, puisqu'on mettait d'un côté 1 million de patrons et de l'autre côté 15 millions de salariés. Et je me suis battu contre ces ordonnances. C'était déjà la question de l'unité de la gauche. Bon, il est arrivé mai 68 qui a changé tout. Mais si nous avons perdu, après mai 68, les premières élections, c'est parce qu'il y avait division de la gauche. Il n'y a pas de... Alors justement, sur ce côté, justement, Père, on a eu, alors moi, c'est juste déjà pour essayer de comprendre un peu votre fil de pensée, on a eu une élection présidentielle qui a été perdue pour la gauche, et vous avez déclaré, alors je vous cite, hein, nous avons les dirigeants de gauche les plus bêtes du monde. Oui, c'était à la fois flatteur et très critique. Je les aime bien, Jean-Luc Mélenchon et Benoît. Alors, justement, votre colère, justement, était compréhensible. Et moi, là où j'ai besoin de comprendre le fil de votre pensée, c'est que pour les combats à venir, parce que s'il me semble bien, vous avez l'intention de vous présenter donc pour représenter le PS, est-ce que vous pensez que ce genre de déclaration était et est de nature à réunir la gauche? Elle est de nature de façon un peu familière, mais elle est de nature à mettre le doigt sur l'essentiel. S'il y avait eu un accord à Mont-Mélenchon, soit bien un accord politique, nous serions à l'Élysée et à Matignon en ce moment. Non, mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'il n'était pas préférable de faire un jugement sur la stratégie plutôt que sur les personnes? Bon, c'était deux personnes, c'est eux qui ont décidé. Même oui, moi, je me suis battu. On a été des millions à se battre pour l'unité des deux. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils ont décidé. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je vais donner un exemple très simple. Si par exemple un enfant fait une bêtise, vous lui direz ce que tu as fait n'est pas bien, mais vous ne mettrez pas en cause de l'enfant. Vous ne direz pas tu es stupide. Tu dirais ce que tu as fait. Mélenchon et Hamon sont des adultes. Et ils ont décidé de façon responsable, en tête à tête, dans un restaurant chilien rue de Belleville, de ne pas se mettre d'accord. Ils n'ont même pas fait un cercle arrondi avec des discussions avec tous leurs assistants. Ils n'ont même pas permis que les militants donnent leur avis. Ils ont dit on ne peut pas se mettre d'accord. C'était la solution 5e République, si vous voulez. Ils sont deux, ils décident à deux. Alors, les gens attendaient l'unité, les sondages. Alors, c'est bien que vous parliez de ce dîner. Alors, c'est une question que je vous pose. Alors, je vous demande simplement votre avis. Hein, oui. Alors, il y a eu donc l'avenir en commun. Vous avez dû en entendre parler. L'idée, c'est d'un programme en commun qui a été effectivement été le fruit de concertation. Donc en fait, il y a eu à la base l'idée de se mettre d'accord sur un programme au niveau de l'écologie, au niveau d'une 6e République. C'est quelque chose qui a pris un certain temps à se mettre en place. Et la position de la France insoumise, hein, donc encore une fois, c'est simplement pour avoir votre avis, était de dire nous sommes mis d'accord sur un programme, on ne va pas le changer quelques mois avant, avant que les présidentielles commencent sérieusement. Est-ce que vous avez déjà entendu effectivement cet argument? Bien sûr, mais ce n'était pas raisonnable. À gauche, il y a 4 ou 5 ou 6 ou 7 programmes. La gauche est composée aujourd'hui de 19 partis, des petits, des moyens, des grands. Elle est composée de 8 syndicats.
La gauche, c'est d'abord le salariat, c'est la base sociale, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Et elle est traversée, le salariat est pluraliste, mais la gauche qui le représente est aussi pluraliste. Donc il y a une multitude de programmes. Si vous voulez arriver à avoir une majorité du salariat, il faut mettre en accord les différents programmes. Pas celui seulement de Force Insoumise, que je respecte volontiers, à part que j'ai un certain nombre de critiques, mais aussi celui d'Hamon, ou celui du Parti communiste, ou celui des Verts. Et donc il fallait, c'était ma position, arriver à un programme qui soit une plateforme commune. J'ai proposé ça le 21 janvier 2016. Jean-Luc Mélenchon était d'ailleurs dans la salle, nous étions toute la gauche réunie ce jour-là. Et Jean-Luc Mélenchon nous a dit non, pas de discussion, le programme existe déjà, c'est le mien, il date de 2012. Et on a dit mais on ne comprend pas, on est tous là dans la salle, on représente toutes les nuances de la gauche. Forcément, si on veut un programme commun, il faut le bâtir ensemble. Mais non, il existe déjà. Après, on a dit mais pourtant, sur un programme commun, on pourrait choisir un candidat commun. Comme ça, on serait sûr de gagner. Elle dit ah bah oui, bien sûr, mais c'est moi, parce que moi j'ai déjà été candidat, j'ai de l'expérience. Par conséquent, c'est tout de suite réglé. Alors évidemment, tous ceux qui étaient dans la salle, on était une quarantaine ce soir-là. Je rappelle la date, le 21 janvier 2016. On a dit, bon, écoute, Jean-Luc, sois raisonnable. Discutons ensemble, construisons ensemble un programme, faisons discuter le plus largement possible par les salariés, et puis aboutissons à ce qu'il y ait un candidat commun à l'arrivée sur ce programme. D'ailleurs, ça pourra être toi, parce que tu as l'air déterminé et compétent. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il est plus revenu aux réunions suivantes, et puis il a dit sur TF1, c'est moi le candidat, et voilà mon programme. Donc l'affaire a été pliée avant d'avoir commencé. D'accord. Ok, c'était simplement pour avoir votre avis sur ce sujet. Alors, juste pour un petit mot quand même, je vais vous dire, parce qu'après, quand on saute une année et qu'on arrive en janvier, février 2017, moi j'ai cru qu'on pouvait faire un programme à Mont-Mélenchon. C'est-à-dire, j'ai lu attentivement les deux. Et d'ailleurs, un des amis de Hamon m'a dit. C'était sur l'Europe qui n'ont pas pu. C'était sur l'Europe sur lequel entre eux qui n'ont pas pu. Écoutez, je ne le crois pas. Je vais vous dire pourquoi. On m'a dit écrire un programme commun entre les deux en 8 points. J'avais tellement de points d'accord que je l'ai écrit en 12 points. Venait la partie de l'Europe. Mais la partie de l'Europe, je me suis inspiré d'un grand débat entre Thomas Piketty et Jacques Généreux, auquel j'ai assisté, comme tout le monde. D'abord, il était sur Internet, tout le monde peut le vérifier. Il s'est passé salle gendarme, c'était à côté de chez moi à Paris 2e. Et il y avait plein la salle et tout le monde a été stupéfait d'entendre Thomas Piketty et Jacques Généreux, qui ne sont pas rien, l'un par rapport à Hamon et l'autre par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et qui en gros disaient qu'ils étaient d'accord sur l'Europe. Parce que quel était le fond du débat sur l'Europe? C'était pas le but. Tout le monde est d'accord pour une autre Europe. Tout le monde est contre l'Europe libérale. C'était sur le plan B. C'était sur le plan B, c'est-à-dire comment on bataille pour y arriver. Mais comment vous voulez mettre ça dans un programme? Puisque tout dépend du rapport de force que vous construisez en art. Le programme, il ne peut pas écrire avec des virgules comment le rapport de force, on va le transformer. Il peut seulement dire qu'une seule chose, nous voulons transformer le rapport de force pour changer l'Europe. Et à partir de ce moment-là, les choses se mettent en marche. Après, faire un procès d'intention sur le thème, il y en a un qui n'est pas assez résolu, et l'autre qui déjà va casser l'Europe, c'est des procès d'intention. Hamon sur ce point-là, je sais pas. Hamon l'a fait à tort, mais Jean-Luc l'a fait à tort également. Alors, juste pour la partie Europe, si nos auditeurs ont l'occasion un jour de l'écouter, vous avez un débat entre Piketty et Thomas Piketty et Éric Coquerel, justement, sur ce sujet de l'Europe. Jacques Généreux. Non, je parle d'un autre débat. Qu'il y a eu, et Mediapart qui l'a organisé. Il était question de l'Europe, parce que je n'ai pas assisté à cette réunion que vous me parlez avec Généreux. Par contre, j'ai écouté celle de Piketty et de Éric Coquerel, et manifestement, effectivement, ils n'ont pas réussi à la fin de cette discussion à se mettre d'accord justement sur la stratégie à établir pour l'Europe. Et on sentait bien que c'était un point qui était difficilement surmontable. Voilà. Écoutez, moi, je crois que les gens ne votaient pas sur l'Europe, ils votaient pour avoir quelque chose dans leur assiette. Un SMIC, allô? Oui, je vous écoute, je suis tout oui. Un SMIC à 1800 €, la retraite à 60 ans, 32 heures par semaine, et ils voulaient qu'il n'y ait pas de salaire maximal à plus de 20 fois le SMIC, pas plus de 5% de précaire dans les entreprises. Si déjà sur ces 5 points, on était d'accord et c'était possible, si sur ces 5 points on était d'accord, ça suffisait pour voter ensemble. Le reste était gnangnan. Parce que si ces 5 points on les mettait en œuvre aujourd'hui, tout changerait, même l'Europe. Exiger d'avoir un accord sur le futur de l'Europe avant de défendre l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, les 32 heures et la répartition des richesses, c'est incroyable pour les gens. On a Macron maintenant. Je pense sur ce point-là que tout le monde est déçu. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un... Tout le monde est déçu, c'est qu'on a perdu une chance historique qu'on a eue entre le 29 janvier et le 23 avril, à la fois d'avoir une candidature unique et de gagner l'Élysée Matignon, et à la fois de refonder la gauche, puisque c'était plus le PS, c'était Hamon. C'est-à-dire c'était la gauche socialiste derrière. Alors, puisque vous avions battu le PS sortant. Nous, la gauche socialiste, on avait battu le PS sortant.
Alors, jamais écarté. justement, Gérard Filoche, puisque justement vous parlez du PS, justement pour encore une fois comprendre un peu le fil de votre pensée, il vous a souvent arrivé d'avoir des coups de sang. Et quand je vous dis ça, je pense... C'est pas vrai. Je suis un garçon très calme. Ah bon? D'accord. Oui, Bon. oui. J'aurais des mauvaises sources. Pas Et les mêmes définitions également. Oui. vous savez, je me souviens pas. Quand on parle avec conviction, c'est pas des coups de sang. Non, mais vous allez comprendre de quoi je veux parler. D'accord. Il y avait ce jour en direct où vous vous êtes exprimé sur l'affaire Cahuzac. Oui, mais c'était pas un coup de sang. C'était la presse qui disait ça. Non, mais je l'ai vu. Ils ont même dit que je pleurais. Non, mais j'ai vu la séquence. On a senti beaucoup d'émotions. En tout cas, on a senti beaucoup d'émotions. Ce n'est ni un coup de sang, ni des pleurs. C'était de l'émotion. Et j'étais évidemment et naturellement, comme tout citoyen devait l'être, en colère. Et je l'ai dit avec mes mots. Non, mais je vous crois. Vous avez des caricatures médiatiques, c'est-à-dire Filoche pousse des coups de gueule ou il pleure. C'est pas vrai. Moi, j'écris des livres, j'ai écrit 35 livres. J'ai fait 160 meetings contre la loi et les conneries. Les gens n'ont pas l'impression que fait coup de sang, ils viennent en masse. Gérard Filoche, je ne vous reproche pas d'avoir un coup de sang. Entendons-nous bien. Non, je ne vous le reproche pas. Vous allez voir la suite. Il y a eu plus tard donc un CICE, une loi travail. Voilà, je connais très bien votre avis là-dessus. Et moi, ce qui m'étonne quand justement vous êtes aussi passionné, c'est au final pourquoi de ne pas avoir claqué la porte du PS. Mais parce qu'il y a des millions de voix en jeu, monsieur. Il en restait même 2 400 000 pour Benoît Hamon. Et nous n'avons pas gagné parce que ces voix ne se sont pas additionnées. Non, excusez-moi. Pourquoi le PS? Je vous dis parce que pour moi, la bataille dans le PS, ce n'est pas une bataille individuelle. Ce n'est pas une bataille par rapport à Cambadélis ni même à Hollande. C'est une bataille par rapport à 3, 4, 5, 6, 7 millions des électeurs pour les amener sur une plateforme commune et un candidat commun. Donc, je n'allais pas claquer la porte du parti au moment où le travail que nous avons fait pendant 25 ans pouvait aboutir à ce que l'aile gauche du parti obtienne une majorité avec le reste de la gauche. C'était une occasion propice. C'était surtout pas le moment de partir, c'était le moment d'additionner pour gagner. Donc, si j'ai bien compris, c'était en gros de faire avec certains membres du parti, entre guillemets, avec leurs défauts, et de dire, ben voilà, on peut quand même, malgré tout, voilà, porter le PS. Et c'est l'exemple, on l'a prouvé. La victoire de Benoît Hamon, qui s'appuie sur toute la gauche socialiste, tout mon travail, celui de Marine. La victoire au primaire. Oui, au primaire, le 29 janvier dernier. Il y a 2 millions, parce qu'il y a 2 100 000 personnes qui viennent et on gagne avec plus d'1 million de voix. D'accord? 1 200 000. Donc on gagne puissamment, c'est pas. C'est net contre Macron. On bat celui qui a été porte-parole du PS, de Hollande, Premier ministre, qui a fait toute la salle politique pendant le quinquennat, on le bat. C'est pour prendre un recul historique, c'est la première fois que la gauche socialiste, depuis 100 ans que le PS existe, il est né en 1905 officiellement, c'est la première fois que la gauche socialiste l'emportait sur l'appareil. Ça n'était pas arrivé au moment du Front populaire avec Marceau Pivert, ça n'était pas arrivé à la Libération avec la gauche du parti, ça n'était pas arrivé dans les années post-68 avec Chevènement. C'est nous qui, pour la première fois, la gauche socialiste gagne la direction et la candidature au nom du PS devant le pays. C'est une occasion inouïe à saisir. Et c'est celle qui, bien sûr, si elle avait débouché sur un accord avec Hamon, bouleversait la donne. J'allais dire, même à la limite, pinailler sur quelques aspects du programme n'était pas important, puisque la dynamique qu'il y avait changeait la gauche, le pays. Vous vous rendez compte? Un gouvernement Mélenchon-Hamon ou Hamon-Mélenchon, ce que ça veut dire en Europe, elle changeait l'Europe. Ce n'était pas le moment de discuter sur une phrase de Coquerel ou sur une phrase de Piketty. La victoire des deux, l'emportant, ça les mettait en tête électoralement entre 26 et 31%, bouleversait toute la donne. Et vous savez, un pas en avant vaut mieux parfois que 100 programmes. Parce que si vous ne faites pas le pas en avant, vos 100 programmes, vous les mettez dans le tiroir du bas, une fois que l'élection est passée, ils ne servent plus à rien parce que vous avez perdu. Bon, d'accord. Alors ça, c'était pour ce qui était, ce que je veux dire, hier. Maintenant, on va parler un petit peu plus d'aujourd'hui. Je vous en prie. Donc, Gérard Filoche, qu'est-ce qui se passe au Parti socialiste? C'est la catastrophe, la bérésina. C'est-à-dire que vous savez, ce parti, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Faisons l'inventaire. Il y avait 17 000 élus. Il va être très court cet inventaire. Non, il y avait 17 000 élus. On peut estimer que 5 000 6 000 sont partis. Il en reste 10 000 élus à peu près. Il ne reste plus que 1 000 villes de plus de 10 000 habitants avec des maires socialistes. Il ne reste plus qu'environ, alors c'est un peu difficile, 30 départements sur 100 qui sont socialistes. Sur les régions, il y avait avant 6 régions, maintenant peut-être 1, 2 ou 2 et demi sont des régions socialistes sur 13.
Le nombre d'adhérents au Parti socialiste, c'est probablement 15-20 000, même, en tout cas moins de 30 000 aujourd'hui. Et le nombre de voix au Parti socialiste, si on prend le chiffre le plus bas, c'est 2 400 000 derrière Benoît Hamon. Et si on prend le chiffre le plus haut, c'était 6 millions aux dernières régionales. Il reste, avec 29 députés, le premier parti de gauche, mais il est totalement divisé entre une aile droite qui a totalement trahi, qui est passée chez Macron, un centre, disons, hollandais, qui est la faute de cette trahison et à l'origine du désastre, et puis il vous reste une aile gauche, nous autres. Nous autres, c'était 30% du parti, en gros 25 000 voix, et moi, je peux parler au nom de 4, 5 ou 6 000 voix sur ces 25 000. Peut-être plus, 7, 8 000. C'est dur à apprécier parce qu'on a toujours du mal à se compter les uns les autres. Mais en gros, démocratie et socialisme, c'est-à-dire aujourd'hui le réseau de la gauche démocratique et socialiste dont je suis un des animateurs, c'est plusieurs milliers de gens qui sont pour en partie dans le Parti socialiste et maintenant qui sont sortis parce qu'ils n'acceptent plus le régime. Donc, nous sommes structurés dans cette bataille. Nous aurions voulu la gagner le 23 avril. Puis maintenant, nous analysons le résultat du désastre. Et alors, pour vous répondre plus précisément, je suis remonté à Paris là, le 8 juillet. Il y a eu un conseil national du Parti socialiste. Il y avait 90 émargents, c'est-à-dire gens en position de voter. Cambadélis a démissionné, le numéro 2 a démissionné, le numéro 3, Guillaume Bachelet, a démissionné. Il n'y a plus de direction, mais ils ont fait une espèce de direction consensuello, je ne sais pas, une espèce d'embrouille que j'apprécie absolument pas. Ça n'est ni légitime, ni politique, ni efficace. Ça va se casser la figure. Avec 28 noms, et ces 28 noms ne représentent même pas le rapport de force politique dont je vous ai parlé précédemment, puisqu'il n'y a plus que 10% de la gauche du parti dans ces 28 noms, et que ça revient à donner le pouvoir aux Hollandais à nouveau, comme s'il ne s'était rien passé. Mais alors, d'ailleurs, j'ai une question là-dessus, Monsieur Philippe. Allez-y. Excusez-moi si je prends la parole, Michael. Avec plaisir, allez-y. Est-ce que vous pensez que ce conciliabule qui a créé maintenant une direction collégiale du PS, c'est une nouvelle victoire de la synthèse du PS qui a mené au hollandisme? Oh, même pas, parce que parfois le mot synthèse avait un sens. Par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon faisait synthèse avec Laurent Fabius, François Hollande, en novembre 2005, après le TCE, moi j'étais désespéré par cette synthèse-là. Je disais, mais pourquoi font-ils synthèse? On vient de voter pour le non et pour le oui. J'étais contre ces synthèses. Puis parfois, il y a des synthèses sous Jospin. Jospin, à l'époque, il disait, je suis le Premier ministre du gouvernement de gauche, rouge, rose, vert. Je suis celui qui fait les 35 heures. Donc, je réclame ma carte d'honneur de la gauche socialiste. C'était un autre climat que celui de décembre 2005. Vous savez, le PS, c'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des remontées et des baisses. Et là, c'est une baisse absolue, ça n'a rien à voir avec une synthèse, c'est une manœuvre d'appareil pour retarder le moment où ceux qui restent de militants vont être consultés. Et moi, je réponds à ça, il faut maintenant voter, il faut maintenant un congrès, il faut maintenant choisir un premier secrétaire selon les statuts, et choisir un premier secrétaire sur les statuts, c'est organiser un vote. Et c'est pour ça que je suis candidat à ce vote, parce que je pense qu'il vaut mieux Jérémy Corbyn que le PASOK. Mais Gérard Filoche, aujourd'hui, vous avez des alliances, vous avez des appuis? Oui. Tous ceux que je croise dans la rue me disent, tenez bon, allez-y, battez-vous, cédez pas. Vous êtes le dernier socialiste, gagnez. Donc je suis sûr d'avoir des appuis. Le dernier socialiste du Parti socialiste, peut-être. Oui, mais si j'étais candidat, vous savez, il n'est pas impossible qu'il arrive la même chose qu'avec Jérémy Corbyn. Vous connaissez l'histoire de Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne? Il était tout à fait marginal. C'est quelque chose qui nous est familier, en effet. C'était quelque chose qui était tout à fait... Il était hors jeu. Tout le monde disait il est mauvais orateur, ses chemises sont pas repassées, il est trop vieux, il est has-been, etc. Ils l'ont empêché de se présenter aux primaires, mais il s'est présenté quand même. Alors il a manqué 2 voix, il a réussi quand même à passer. Il a gagné les primaires du premier coup à 59,5% des voix il y a 2 ans. Et le parti, les Labour Party, celui de Tony Blair, hein, c'était pareil que Hollande, hein, il était complètement mort. Le Labour Party est devenu, il a gagné 100 000, 200 000, 300 000, 600 000 membres. Mais la vieille garde de Tony Blair n'avait pas baissé les bras. Quand Jérémy Corbyn a été battu l'année dernière, après le Brexit, ils ont dit « Ah, vas-y, va-t'en ». Ils ont donc refait les primaires. Et Jérémy Corbyn a regagné les deuxièmes primaires à 62,5% des voix. C'était la 2e fois. Et là, après, ouais, la presse britannique, ouais, mais c'est un gaucho dépassé, has-been, etc. Et à tel point que Theresa May, elle a dit, oh, bah, c'est une occasion, je vais faire des élections anticipées, je vais mettre une raclée au Labour Party et je vais passer.
Et moi, je me rappelle bien le débat il y a 2 mois, hein, le lendemain de la présidentielle avec Cambadélis, qui disait, ouais, bah, vous voyez, la voix de Jérémy Corbyn, c'est pas mieux, il a 20 points de retard dans les sondages. Sauf qu'il y a 3 semaines, Jérémy Corbyn a gagné. Il a gagné une majorité relative. Il n'a pas la majorité absolue. Alors, Theresa May essaie de compléter avec des unionistes d'extrême droite irlandais, où va chercher à débaucher par-ci par-là quelques députés pour garder le pouvoir. Mais en fait, elle ne l'a plus. Et Jérémy Corbyn a gagné la majorité dans le collège des élus, dans le collège des syndicalistes, dans le collège des sympathisants du parti. Le Labour Party est maintenant le plus grand parti de gauche d'Europe, 600 000 membres, et il est en passe de prendre le pouvoir en Grande-Bretagne. Bah, moi, voilà un modèle, vous savez, n'excluez pas que le Parti socialiste, dont vous disiez tout à l'heure, c'était des blagues, j'ai entendu le Titanic, Terra Nova, etc. N'excluez pas que ça arrive avec le Parti français. N'excluez pas. Ça peut se produire demain de la même façon qu'en Grande-Bretagne. Il peut y avoir après Tony Blair un Jérémy Corbyn français. Alors nous aujourd'hui en France, on a quand même aussi quelques spécificités qui nous différencient de l'Angleterre. Et concernant ces spécificités, je pense aussi à l'écologie. Alors par rapport à l'ensemble de vos prises de parole, c'est peut-être aussi le sujet des animateurs ou des journalistes qui vous ont posé la question, mais j'ai pas vu beaucoup de réflexions lors de vos prises de parole sur l'écologie. Alors j'ai trouvé une rubrique sur le blog, qui en parlait. Donc c'était quelque chose qui avait l'air d'être assez complet. Donc pour le coup, je ne doute pas que vous ayez une réflexion là-dessus. Alors je voudrais vous demander quels sont vos sujets vos réflexions sur l'écologie. Alors écoutez, avec plaisir. Mais je vais d'abord vous dire quelque chose. Nos positions à nous, elles sont exprimées chaque mois. On a pris ce soin particulier pendant 24 ans dans une revue mensuelle qui s'appelle Démocratie et Socialisme. Bon, elle repose sur 4000 abonnés, je sais, c'est pas beaucoup, mais il n'y a que des bénévoles pour la faire, elle n'a pas de sponsor. Mais nous ne sommes comptables que de ce qu'il y a dans cette revue. Et si on veut discuter avec nous, il faut la lire. Et il y a une rubrique écologique depuis toujours, pas seulement une rubrique, c'est dans l'ensemble des programmes que nous avons défendus. J'ai vu transition écologique sur votre blog, j'ai vu un certain nombre de choses, mais... Bien entendu, mais écoutez, on peut prendre l'ensemble. Nous ne nous distinguons pas trop d'ailleurs de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon. Là, c'était un programme commun, facile à écrire. Aussi bien sur la sortie du nucléaire et le remplacement par des énergies renouvelables, qu'aussi bien sur l'ensemble des choix qui doivent être faits en matière d'agriculture ou bien en matière de défense de l'environnement. Moi, j'ai une phrase un peu toujours amusante, je dis que pour sauver la banquise, il faut d'abord nous sauver des banquiers. Je veux ainsi d'indiquer une priorité. Et après, j'avais un programme, quand j'étais candidat aux primaires, qui était extrêmement précis pour parvenir à sortir avec un taux d'énergie renouvelable conséquent en 2025, puis en 2035. D'ailleurs, tout le monde maintenant converge là-dessus. Alors ensuite, après, il y a des éléments de programme que moi je considère immédiatement applicables et tout à fait décisifs. C'est le fait que les transports, par exemple, il y a une priorité au transport collectif contre les transports individuels. Je pense que c'est une des sources de pollution et de destruction de l'environnement tellement considérable qu'on devrait, si on arrive au gouvernement, mettre la priorité là-dessus pour redévelopper le fret, pour redévelopper la SNCF, pour permettre aux jeunes de monter dans des trains et non pas dans des autocars polluants, puants, malcommodes et dangereux. Bon, voilà, premier aspect. Je suis deuxièmement pour contrôler les entreprises. Parce que c'est une question écologique sur laquelle j'insiste, c'est aussi ma lumière, puisque je vois toujours, moi, toutes les choses se passent avec la lutte de classe. Hein. La lutte des classes, c'est comme l'air qu'on respire, elle est quotidienne, elle est partout. Et donc, c'est d'abord dans le conflit entre capital et travail qu'il faut choisir les modalités qui permettent d'imposer une défense de leur environnement et une réorientation de la société que nous voulons vers une société, disons, verte, où l'écologie soit primordiale. Et je pense que le contrôle sur les entreprises est nécessaire parce que sinon, on ne peut pas laisser passer des catastrophes. Je suis toujours étonné que les écologistes n'en parlent pas autant que moi. C'est par exemple Volkswagen. Quand Volkswagen décide, une des plus grandes entreprises du monde, de truquer la pollution, c'est-à-dire avoir un logiciel qui déjoue les calculs d'études de pollution sur les pots d'échappement pour 11 millions de voitures, quand c'est le cas de Renault et quand c'est le cas de Fiat Chrysler pour 110 millions de voitures, on a un problème immédiat qui est sur l'environnement, sur la façon dont on peut réduire le carbone, immédiat sous les yeux. Et s'il y a un programme de gouvernement, il devait mettre ça en premier, c'est-à-dire le transport collectif et le recul de la voiture individuelle, pas seulement le diesel, comme dirait Hulot, en 2040, ou la sortie de 17 centrales dans 50 ans, mais dont la politique actuelle concrète de réduction des pollutions et de défense de l'environnement pour la vie et la santé des gens, je voyais là un des premiers aspects. Quand j'étais candidat à la primaire, c'est ce que je mettais en avant. Malheureusement, je n'ai pas pu aller sur les plateaux de télévision pour que tout le monde m'entende. D'accord.
Alors, je vais essayer maintenant de faire très rapidement parce qu'il y a des auditeurs qui voudraient vous poser des questions, comme on se l'était indiqué pour la Avec plaisir. Alors, maintenant, on va plutôt voir pour demain. On va plutôt envisager le futur. Gérard Filoche, donc comment voyez-vous votre combat politique pour les 5 prochaines années? Écoutez, moi, je ne sais pas si Macron durera 5 ans. Vous savez, j'ai une vieille histoire. Il y avait un ministre du Travail de Gaulle, Pompidou, il s'appelait Robert Buron. Et quand De Gaulle a été élu en 65, il avait fait un mouvement qui s'appelait Objectif 72. Puis vous avez, entre-temps, il y a eu mai 68. Et puis Pompidou a été élu en 69. Et alors, quand Pompidou a été élu en 69, Robert Buron, il a fait un autre mouvement, c'était un septennat à l'époque, Objectif 76. Et vous savez que Pompidou est mort 3 ans plus tard. Donc il y a toujours des imprévus et c'est pas très bon de raisonner pour 5 ans ou d'être cadré dans un cadre institutionnel. Beaucoup de choses peuvent surgir en 5 ans. Macron est une anomalie de l'histoire. Il apparaît puissant, mais il a des pieds d'argile. Son parti plébiscitaire centraliste vertical, composé de vendeurs de Tupperware, ne tiendra pas la bourrasque s'il y en a une. Et beaucoup de choses peuvent aujourd'hui survenir en France, dont le gouvernement est plus fragile que tous les gouvernements précédents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'intention de vous présenter en tant que premier secrétaire pour le Parti socialiste. Vous n'avez pas de réflexion du comment ça vous verriez, par exemple, dans les 5 prochaines années. Non, excusez-moi, moi j'ai un programme dans l'immédiat. Un programme dans 5 ans, ça n'existe pour personne. Le programme, ce n'est pas un texte sacré. Le programme, c'est une réponse aux rapports de force sociaux tels qu'on peut agir. Donc pour l'instant, qui pensent que ça oui, attendez, s'il vous plaît. D'abord, nous nous défendons contre les ordonnances qui cassent le droit du travail. Deuxièmement, nous nous défendons contre la casse du salaire brut, c'est-à-dire l'ensemble du maltraitance fiscale que Macron et Édouard Philippe vont mettre en place. Alors, parlons des ordonnances. Il casse 100 ans de droit du travail. 100 ans de droit du travail. C'est un principe fondamental dans le droit du travail, c'est que le droit, il est universel. C'est le droit des femmes et des hommes au travail. Ça n'est pas un droit boutique par boutique, entreprise par entreprise, il n'est pas négociable. Bon, eux, ils le rendent négociable, ils cassent le droit universel et ils soumettent chaque salarié à son petit, moyen ou grand patron. Donc, on va défendre le droit du travail, tel que moi-même, comme inspecteur du travail, pendant plus de 30 ans, je l'ai fait en défendant le droit dans l'entreprise ou l'ordre public social et en évitant la nouvelle construction destructrice du code du travail tel qu'elle est. Donc, on va se battre contre les ordonnances. Très bien, Gérard Filoche. On va revenir dans ces cas-là sur une échelle un peu plus courte. Oui. Demain, il y a une manifestation populaire. Est-ce que vous irez manifester demain? Mais non. Pourquoi voulez-vous que j'aille demain? Je ne suis pas associé. Je suis membre du Parti socialiste d'un côté, de l'autre, de mon regroupement, de ma sensibilité. Je vous l'ai dit, démocratie socialiste, du réseau démocrate et social. Et aucun de ces deux mouvements n'a été consulté, ni associé, pas plus que mon syndicat, la CGT. Et mon syndicat, la CGT, il a dit je ne voulais pas. C'est un rassemblement populaire. Hein, donc, monsieur, personne ne décrète un rassemblement populaire, à moins qu'il ne soit populaire. J'ai participé la semaine dernière à une réunion, il y avait 40 associations. D'ailleurs, Eric Coquerel était là. Et on faisait une campagne pour avoir un mouvement d'ensemble contre les ordonnances. Mais demain, il n'y a pas de mouvement d'ensemble. Il y a un courant, si je comprends bien, c'est France Insoumise, qui appelle, mais ça ne me concerne pas. S'ils nous avaient appelé, si Eric Coquerel, la dernière fois, on était à la Bourse du Travail, tous autour de la table, avait dit je vous propose qu'ensemble nous organisions le 12 juillet un mouvement, on se serait tous regardés. On aurait dit oui, pourquoi pas? Voyons comment on l'organise, voyons quels sont les mots d'ordre, mettons-nous ensemble et co-organisons ce mouvement. Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe demain. Il y a un appel d'un des courants de la gauche qui appelle à manifester sans que les syndicats soient associés et sans que le reste de la gauche n'y soit. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pour ça que je vous reprends sur le mot populaire. Pour que ça soit populaire, il faut que ça soit populaire. Il ne faut pas qu'un groupe dise je représente le populaire un peu tout seul. Sinon, on peut le prendre de manière inverse. Personne n'était exclu. Hein. C'est toujours pareil quand vous lancez un mais non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Ah non, on respecte les gens. Personne n'est exclu, donc on est associé. Si on est associé, on était autour d'une table, c'était possible de dire faisons ça en commun. Et les gens auraient dit faisons ça en commun. Mais vous ne pouvez pas obtenir une unité en disant voilà, je décide tout seul, je claque des doigts et vous venez. Ça c'est comme ça la gauche. Ça n'a jamais fait comme ça. Ça ne marchera jamais comme ça. Du coup, comme je ne m'attendais pas à cette réponse et que vous m'en donnez une à laquelle peut-être je m'attendais, je vais juste vous demander un petit éclaircissement. Je suis passé sur votre compte Twitter
Oui, oui, je sais pas, vous vous en souvenez ou Oui, pas? oui, oui, bien sûr, je me souviens très bien. Et je sais ce que vous allez dire, allez-y. Ah ben je vous laisse le lire, c'est peut-être mieux Ah que mais non, mais je vais vous dire, parce qu'après, d'abord, il y a pour la journée de demain les objections que je vous ai dites précédemment. D'accord? D'accord. Moi, mon dirigeant syndical de la CGT dit on n'y va pas, je ne réponds pas aux ordres, et si on veut faire des mouvements, ça sera le 12 septembre et on le fait tous ensemble. OK. Mais là, il y avait un autre point, il y a un point politique. C'est que moi, je suis à Perpignan, mais on m'a dit voilà, le tract, il dit c'est pour soutenir notre programme L'avenir en commun qu'on manifeste demain. Alors, je veux bien manifester éventuellement si on est dans un cadre commun contre les ordonnances, mais je ne veux pas manifester pour soutenir votre programme L'avenir en commun. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que sur le programme L'avenir en commun, il y a marqué qu'il faudra fondre la CSG et l'impôt, un impôt citoyen pour remplacer les cotisations sociales. Alors, si nous avons encore un petit peu de temps, je vous explique que de toute ma vie militante, je suis contre ça. Je suis absolument hostile à l'idée d'étatiser la sécurité sociale et de la confondre avec Alors, l'impôt. ce que je vais faire, je vais quand même lire le tweet parce qu'il y a peut-être des gens qui Oui. ne voient pas de quoi on parle. Alors, vous dites en fait, Philippe, donc il a été émis il y a 9 heures, donc Philippe Martinez a raison de refuser l'appel de France Insoumise le 12 juillet. Pas Oui. question de défendre que CSG et impôts remplacent les cotisations. Oui, voilà. Et, alors, sans entrer dans... J'ai le texte sous les yeux de votre programme. C'est écrit tel quel. Ça n'est pas une discussion nouvelle. Je l'ai déjà eu à l'intérieur du Parti Socialiste avec Limo Hang. C'est une école économique qui ne pense pas comme la tradition des cotisations sociales françaises. Les cotisations sociales françaises, vous savez, elles sont basées avec le salaire. C'est un système, on va le dire à la louche, bismarckien. C'est opposé au système anglais qui est Beveridge, qui lui est basé sur l'impôt. L'avantage d'avoir des cotisations payées sur le salaire, c'est qu'elles sont payées par le patron, la rente, l'actionnaire, etc., en même temps que votre salaire pour vivre. C'est ce qu'on appelle le salaire net et le salaire brut. Le salaire net, ça vous permet, pour résumer, de vivre au mois le mois. Et le salaire brut, ça vous permet de vivre les aléas de la vie. Puisque c'est fait pour payer votre retraite, votre chômage, votre maladie, votre accident professionnel, éventuellement pour vos enfants, éventuellement pour votre logement. Donc l'idée d'avoir un salaire brut est une idée fondamentale du Conseil national de la résistance et ça donne un budget distinct de l'impôt. Il y a 450 milliards de budget de la protection sociale qui n'est pas assimilable aux collectivités territoriales et qui n'est pas assimilable à l'impôt. Gérard Philloche, juste pour que ce soit clair aussi pour les gens qui nous écoutent, oui. Je vais juste rappeler le volet du programme L'avenir en commun, donc sur cette partie-là, je vais le lire. Hein. Donc, refonder l'imposition sur les revenus en transformant la CSG et l'impôt sur le revenu actuel, donc la cotisation pour Pardon, excusez-moi. Allez-y, oui. Oui, et l'impôt sur le revenu actuel en un nouvel impôt citoyen sur les revenus. De tous les ports de l'impôt. Excusez-moi, je finis la phrase. Hein, garantissant les recettes de la sécurité sociale et de l'État. Mais je suis viscéralement contre ça. Je suis contre mélanger l'impôt et les cotisations sociales. Les cotisations sociales ne sont pas un impôt. Ce sont des cotisations. Elles sont préaffectées à la différence de l'impôt. C'est-à-dire, si vous regardez sur votre bulletin de paye, vous aurez un petit pourcentage pour la maladie, un petit pourcentage pour la retraite, un petit, etc. Vous avez 6 lignes qui correspondent aux 6 types de cotisations et chaque caisse correspond. Et l'argent qui est collecté pour une caisse ne peut pas servir à autre chose. Nos aînés, quand ils ont fait la sécurité sociale... Mais là, vous entendez bien qu'il était question de garantir les recettes de la sécurité sociale. Monsieur, c'est pas ça. Et heureusement qu'on les garantit. Ce que je veux pas, c'est qu'elles soient transformées en impôt citoyen ou pas. Je suis contre que la sécrété sociale devienne un impôt. Je suis contre que l'argent de nos salaires aille dans les caisses. Alors, Gérard Philloche, à la rigueur, sur ce point-là, on va dire chacun comme c'est parti, et pourquoi pas. Je veux dire, c'est aussi ça le plaisir du... non, attendez, il faut aller plus loin, monsieur, si vous permettez. Parce qu'il faut savoir distinguer ce qu'est le budget de la sécurité sociale, 400 milliards, le budget des collectivités territoriales, 200 milliards, et le budget de l'État, 300 milliards. Le budget de la protection sociale, des 450 milliards, il n'a presque pas de dette. Il ne génère que 10% de la dette présumée du pays. Il serait normalement équilibré. Et en fait, c'est parce qu'il y a 600 000 chômeurs qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, il devrait être aidé. Mais le budget de la sécurité sociale, je ne veux pas le mélanger avec l'impôt, avec le budget de l'État. Parce que le budget de l'État génère 78,5% de la dette. Si on met tout ça dans un même pot commun, alors ils ont facilité à prendre sur notre protection sociale, je ne sais pas, pour faire la guerre au Mali ou en Syrie.
Donc, c'est une question de principe, d'histoire fondamentale Alors, juste quand même, depuis 72 ans, de séparer les cotisations sociales et l'impôt. Gérard Filoche, à la rigueur, je pourrais effectivement entendre votre position de principe et je vous dis à la rigueur même pourquoi pas. Moi, si on prend les choses avec du recul, la France insoumise n'est pas au pouvoir, n'est pas aux manettes. Il est question effectivement d'empêcher la destruction du code de travail, parce que c'est quand même ça l'objectif commun. La France insoumise est aujourd'hui minoritaire, très largement minoritaire, n'a pas moyen de peser. Là, il est simplement question de faire une action symbolique. Que vous ayez cette opposition de principe, cela peut s'entendre. Voilà, chacun campe sur cette partie. Mais là, pour demain, par exemple, et pour les autres luttes, vous imaginez bien que les prochains défis, ce sera d'empêcher Macron, sa casse du code de travail et autres mesures. Mais bien sûr, mais moi je suis pour l'unité contre la code du travail, évidemment, puisque je vous raconte cette réunion où j'étais la semaine dernière, Éric Coquerel y était, toutes les associations, tous les syndicats y étaient, Copernic, Attac, le syndicat de la magistrature, le syndicat, bon, tout le monde y était. Donc je suis pour organiser cette unité. Mais si on veut rassembler tous ces gens-là, ça fait beaucoup de monde, croyez-moi, dans la rue, après. Si on veut rassembler tous ces gens-là, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on a de commun. Or, demain, je peux pas. J'ai compris votre position. Je ne peux pas manifester pour votre programme L'avenir en commun qui dit qu'il faut fusionner la CSG et la France insoumise. Non, mais la France insoumise n'est pas au pouvoir. C'était juste ça. Mais non, c'est pas le programme. Demain, vous appelez à manifester pour soutenir votre programme. C'était surtout contre la casse du code du travail avant. Oui, mais attendez, le TRAC qui appelle à soutenir le programme L'avenir en commun, ou je me trompe? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de discussion peut se faire effectivement quand ceux qui proposent, la France insoumise propose ce programme, est au pouvoir. Là, ça ne l'est pas. Mais non, mais quand même, il s'agit bien d'une manifestation pour soutenir votre programme appelé par. Enfin, c'était pas l'idée c'était pas une base mise, mais à la rigueur, je peux envie de dire, Jean-Claude, c'est pas grave. Juste pour terminer, parce qu'il y a des auditeurs qui voudraient vous poser d'autres questions, je voudrais pas qu'on reste sur un sujet qui est technique, hein, quand même, malgré tout. Ah non, il est extrêmement politique. Non, c'est le cœur des institutions françaises. Je n'ai pas dit qu'il était important, je voudrais pas qu'on reste trop longtemps là-dessus, parce qu'il y a d'autres questions, tout simplement. Mais on pourra en discuter un autre jour avec grand plaisir. Pour juste 2-3 questions, et on va essayer de les faire très courtes pour les dernières. Demain, vous êtes élu ou vous êtes premier secrétaire du PS. Que faites-vous des socialistes pro-Macron? Mais ils sont déjà partis. C'est un problème qui est réglé. Il y a d'autres qui sont. Oui, non, mais il n'y a pas eu de candidat Macron en face d'eux. Je vais vous dire l'état actuel des choses, ça va mal, hein, mais l'état actuel des choses. Tous ceux qui sont dans En Marche n'ont plus le droit d'être dans le Parti socialiste. Tous ceux qui ont voté pour la confiance au gouvernement, il n'y a que 3 députés. Ils n'ont plus le droit d'être au Parti socialiste. Ils n'ont qu'à rejoindre En Marche. Ceux qui se sont abstenus, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'il ne fallait pas s'abstenir, il fallait voter contre. Mais ils ont encore un bénéfice du doute jusqu'à ce que ça se décante dans les semaines ou mois qui viennent. Mais le Parti socialiste est nettement dans l'opposition. Donc nous sommes contre Macron. D'accord. Donc voilà. Demain, quelqu'un qui se montre. Alors moi, si c'est moi qui ai élu, je dirais très clairement, nous sommes dans l'opposition avec Macron et nous voulons un front commun avec France Insoumise, le Parti communiste, les Verts et toute autre composante de la gauche qui y est favorable. Parce que nous sommes pour un front unique de la gauche. D'accord, donc il ne reste pas. D'accord, mais c'est très clair. Voilà. Alors, François, et ça sera même avec le mouvement de Benoît Hamon, puisque lui, il dit qu'il fait, je ne suis pas d'accord avec ça non plus, il fait un mouvement N17-17. Le mouvement du 1er juillet. Oui, mais même si je suis à la direction du Parti socialiste, je proposerai l'unité au mouvement de Benoît Hamon comme au vôtre. D'accord, bon. Et j'essaierai que si on est autour d'une table, on ait un programme, une plateforme commune, et j'essaierai de me battre pour que dans cette plateforme commune, on ne fusionne pas les cotisations sociales et l'impôt citoyen. Alors, Gérard Filoche, une dernière question. On termine là-dessus, très court. François Ruffin, votre ami, qui est député au sein du groupe France Insoumise, vous en pensez quoi? C'est un de mes amis les plus chers. On se connaît depuis 20 ans. Il est venu avec des réunions avec nous de la gauche socialiste. On l'a soutenu, il nous a soutenus, on a travaillé ensemble. On a fait plein de choses ensemble et j'espère qu'on va en faire encore plein d'autres. Merci, Gérard Filoche. Bon, et sur ce, nous allons passer la parole, et j'espère qu'il nettoiera après être passé à notre inénarrable chroniqueur. Je veux bien sûr parler de Monique Claire. Monique Claire, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, c'est moi. Ce soir, on va refaire un petit portrait chinois, celui d'une chose indispensable au débat démocratique selon La République En Marche, mais qui pour les prochaines années risque de se montrer comme une notion complexe. Heureusement pas aussi compliquée que celle de notre président. C'est une chose essentielle, mais qui visiblement, selon les canons de la politique moderne, se choisit.
Voilà, je suis du même avis que Christian Jacob, je peux mourir. Oui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'opposition. Alors tout d'abord, il va falloir définir le mot opposition. Rapport entre deux choses, deux personnes qui s'opposent. Alors deux choses, ok. Le code du travail est, vite, un objet, une idée, un pin 5 millions d'emplois. Voilà, nous avons donc en ce qui nous concerne les objets, un bouquin de taille conséquente face à une meurtrière épingle frêle et sans défense, car incapable de percer plus loin qu'un costume harnise. Bon, concernant les personnes, je pense que c'est tout trouvé, bien évidemment. Jupiter versus Herculochon, pardon. Voilà, le dieu versus le mec qui se balade avec une peau de lion sur le corps et sans cravate qui plus est. Nous avons donc pour définir le mot opposition ceci, rajoutons de la complexité, plus exactement de la constructivité. Ou comment apporter du cirage à quelqu'un qui marche pieds nus sur l'eau. On va maintenant avoir une pensée émue à ce parti politique placé en soins palliatifs. C'était un bon petit parti et maintenant, il y a distribution d'organes pour les greffes de tout genre. Il paraît d'ailleurs que le PS pourrait changer de nom. Comme la majorité des insoumis, je choisis PLS, parti littéralement suicidé. Merci Benoît Hamon l'a reconnu. Merci Monique. Et enfin, nous avons ce truc bourré de conservateurs. Oui, j'ai pas fini, merci. Avec une DLC étrange à consommer à partir de la date restant à définir ou à calculer selon le principe de la désintégration subsidiaire du substrat gaullisto-républicain. Quelque chose de si complexe que la pensée de Jupiter. Rajoutons donc une boîte de cornets de bif. Je vous jure, avec des œufs en omelette et une salade de carottes, ça peut passer. Reste à convaincre les députés de cette opposition que vivre à base de cornets de bif après avoir goûté à la cantoche de l'Assemblée est une expérience sociale bien réelle à échelle du pays. Saupoudrez enfin de quelques députés d'une époque communément admise comme révolue, et vous obtenez donc un gars en slibard marchant sur les eaux avec un pins dans sa main droite, se battant contre un autre gars habillé d'une peau de lion, lançant des boîtes de conserve et des bouquins aux allures de pavé. Quelques candidats au suicide politique sous le regard de la France. Cette grande dame qui semble, à en croire les chaînes d'information directe, redécouvrir qu'il y a un Parlement, qu'il n'est quasiment jamais plein et que bien évidemment, il ne sert à rien, sauf à applaudir un oui ou un non. Bon, je vous avoue qu'à réfléchir un peu sur ce portrait chinois, on n'y voit aucun sens, si ce n'est une nette propension à la propagande insoumise. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, car dans cette histoire, j'ai oublié de dire que Jupiter n'est pas tellement un dieu, c'est juste un berger, le berger du plus gros troupeau politique au monde. C'est une bergerie, rien d'autre qu'une dictature des granges. Je vous invite à lire La ferme des animaux d'Orwell, une lecture saine qui aurait dû être sur le chevet de nombre de députés qui, chaque soir, prient pour que Jupiter puisse continuer de marcher sur les eaux. Ben voilà, merci. Merci à toi, Monique-Claire. Juste pour revenir sur cette image du mélange Hercule, quelque chose comme ça. Hercule, très amusamment, en fait, n'était pas un pélo de base, mais plutôt un demi-dieu. Et son bâton est un des symboles qui a été repris par les cyniques. Comme ça, vous pourrez vous amuser dans les dîners mondains. Toujours est-il que là, nous allons continuer avec l'un des interventions des auditeurs qui devraient arriver incessamment sous peu. Je pense qu'il y en a déjà un même d'ailleurs. Et le temps que ce dernier puisse s'exprimer et qu'on ait une première question. Une question qui a été posée d'ailleurs par les admins du Discord, et pour peur d'être banni, je vais quand même la poser en premier. Monsieur Filoche, il me semblerait que vous ayez bloqué le compte Action Insoumis sur Twitter. Est-ce qu'il y a une raison, une explication, ou c'est juste que vous n'aviez pas envie de le voir? Je n'en ai pas souvenir. En général, j'ai peut-être même pas fait attention. Je bloque les comptes qui font des attaques à la personne. Il y a des grossièretés. C'est tout. Chaque fois qu'il y a une idée, je l'accepte. Au contraire, j'adore les contradictions des idées. Mais dès qu'il y a une attaque à la personne, je bloque. Monsieur Filoche? Oui. Monsieur Filoche, vous voyez, je rebondis sur cette remarque que vous venez de faire, et je suis à 300% d'accord avec vous. Et c'est exactement ce que je voulais vous signifier quand vous traitiez donc Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon de dirigeants les plus bêtes du monde. C'est exactement la même chose que je voulais vous signaler tout à l'heure. Donc, pourquoi ne pas critiquer la stratégie? Oui, je vous entends, mais je redis ce que j'ai dit. Je l'ai dit le soir à 20h du 23 avril. Et en voulant dire c'est les deux dirigeants les plus bêtes du monde, ça n'était pas une attaque à la personne. C'est-à-dire que vous aviez deux dirigeants historiques. Ils étaient en position de gagner s'ils se mettaient d'accord. Ils étaient tous les deux de gauche. À 80%, leur programme était commun.
S'ils s'étaient entendus, on célébrait la victoire. Monsieur Filoche, Ils ont été les plus bêtes du monde. je vous ai compris. Non, mais Monsieur Filoche, sur ce point-là, je vous ai compris et c'est parfaitement clair. Je comprends effectivement votre agacement, votre colère et je pense qu'on était tous. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Je voulais juste vous dire, voilà, c'était juste de faire la distinction entre la stratégie et les personnes. Mais là, vous voulez me signifier qu'effectivement, vous faites aussi ces distinctions entre le personnage, les actions, il ne faut pas s'en prendre à la personne. Voilà. On va laisser la place aux auditeurs. Oui, c'est la différence potentiellement entre la personne privée et la personne publique au sens platonicien du terme. Toujours est-il, on a des questions des auditeurs. Alors, le temps qui monte, je t'ai vu, Valorone, tu pourras reprendre la parole dans un instant. J'ai une question de Espérance Mamadov. Monsieur Filoche, pourquoi rester au Parti socialiste qui s'est abandonné depuis 1983 aux sirènes du néolibéralisme? Parce que c'est faux. Ce que dit ce monsieur, il prend une date au hasard, 1983. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui reprennent cette même date, mais c'est faux. Le Parti socialiste n'a pas changé en 1983. Il était déjà comme ça dans les années 60. Moi, je l'ai connu en mai 68. C'était un parti particulièrement éclaté, droitier, auquel on n'aurait jamais donné l'idée qu'il allait accéder au pouvoir. La preuve, il a été balayé par mai 68 lui-même. Et si vous aviez été un jeune 68ard comme je l'étais, vous auriez dit, oh, le Parti socialiste, c'est un parti bourgeois, c'est nul, ça n'existe pas nulle part. Sauf qu'après 68, il y a eu la signature d'un programme commun, et puis le 81, ça a été un effet différé de mai 68, c'est-à-dire que ce Parti socialiste s'est construit, mais pas seulement en France, au Portugal aussi, à travers la révolution portugaise de 1974-75. Et pourtant, le Parti socialiste de Mário Soares, en 1974-75, a aussi bloqué la révolution et a joué un rôle contre elle. Et donc, en vérité, c'est une absurdité de dire en 83, voilà, le Parti socialiste a changé, mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Le Parti socialiste est mort plusieurs fois au cours d'un siècle. Il est mort évidemment quand il a été scissionné en 21. Il est mort évidemment quand il a perdu le Front populaire ou quand une partie des députés socialistes et communistes ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il est mort ensuite dans la période qui a suivi en 1958, puis encore en 1968, puis encore en 1983 ou 93. Vous savez, le désastre qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait 52 députés socialistes en 1993. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens veulent le voir mourir, ils disent qu'il meurt tout le temps. Mais en fait, il survit tout le temps, c'est l'autre aspect de la question. C'est une espèce de phénix qui se redécouvre. Oui. Mais si vous réfléchissez à ça, vous faites de grands pas intellectuels. Parce que vous pouvez comprendre, par exemple, comment au Portugal, en 2010, 2011, le Parti socialiste, avec Socrates, a perdu exactement comme Hollande a perdu. Il a fait la même politique, il a perdu. Et pendant 5 ans, les gens disent, je ne voterai plus jamais socialiste. Il y a Canet sur le Parti socialiste portugais qui était mort, un cadavre, un machin, un corbillard, oui. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, les gens ont voté, puis pouf, le Parti socialiste est arrivé en tête, et à tel point qu'avec le Parti communiste et puis le bloc des gauches, qu'on pourrait qualifier proche de la France insoumise, il y avait le choix de se poser, soit ils se mettaient d'accord ensemble, soit ils ne gouvernaient pas. Le choix qui s'est posé entre Hamon et Mélenchon. Hein. Et ils ont décidé là-bas de faire un programme, ils l'ont fait 12 heures, ils ont fait un programme commun, et ils gouvernent ensemble depuis. Enfin, c'est le Parti socialiste qui est soutenu par le Parti communiste et le bloc des gauches. J'aimerais vous dire qu'au Portugal, ça a une grosse signification parce que ça faisait 40 ans que le Parti socialiste, depuis la révolution des œillets, et le Parti communiste se disputaient. Et aujourd'hui, au Portugal, je ne dis pas que c'est une grande avancée, mais c'est sûrement le pays où ça va le mieux, ils résistent le plus à l'Europe. Écoutez-moi, ils résistent le plus à l'Europe. Ils ont fait des choix contre l'austérité. Et donc, on pouvait faire ça, on peut faire ça. En tout cas, j'aime mieux ça que d'avoir Fillon, Macron et compagnie. Et donc, faites attention à pas trop rire, rigoler, vous avez le droit, le Parti socialiste est dans une décomposition et dans un échec qu'il mérite. C'est le prix de la trahison de Hollande pendant 5 ans. On a failli s'en sortir quand même dans l'intérêt de toute la gauche, quand la gauche socialiste a gagné aux primaires du 29 janvier. Mais ne régalez pas trop sur l'avenir, parce que vous savez, en 2022, vous serez peut-être obligé de voter socialiste. Alors, Gérard Filoche, je vais faire une transition, donc c'est une question qui nous vient de Ratatouille. Bienvenue Ratatouille. Voilà, qui nous vient du chat YouTube. Alors, question de Ratatouille. Comment les derniers socialistes, Liman, Filoche, Montebourg, on ferme les parenthèses, OPS, vivent-ils la crise du parti? Et ensuite, seconde question, croient-ils au mouvement de Hamon, donc du 1er juillet? Alors, je vais vous répondre sur les deux. Très mal, évidemment. En désastre complet, suite aux désastres électoraux, il a perdu 7 élections. En 2012, le Parti socialiste et la gauche en commun avaient tout, même le Sénat. Là, ces 7 élections ont été perdues. C'est un désastre absolu. Alors, est-ce qu'il peut remonter? On s'interroge, hein. Je ne suis pas sûr. C'est pas encore complètement foutu.
Mais chaque mot a un sens. Ben oui, c'est pas encore complètement foutu. Moi, je suis pour élire un secrétaire. Je suis pour qu'il y ait des votes des militants le plus vite possible, pour qu'il y ait un congrès le plus vite possible, pour qu'ils élisent un candidat au secrétaire général du parti. Et je suis candidat à cette élection. Donc, je me bats pour sauver ce qui est sauvable. Si pour compléter la réponse de M. Filoche et répondre à Ratatouille, en ce qui concerne Montebourg, aux dernières nouvelles, il était parti faire du miel. Oui, mais Arnaud a ses hauts et ses bas, et je crois qu'il est parti pour un bas. Comment vous dire autrement? Et après, vous me demandez ce que je pense du mouvement d'Amont. Ouais. Moi, je n'ai pas fait ça, je n'aurais pas fait ça, parce que je crois que on peut pas, il n'y a pas 36 places à gauche comme ça. France Insoumise, le mouvement d'Amont, le Parti communiste et les restes du Parti socialiste, tout ça va être obligé de se recomposer. Il ne faut pas croire que ça va donner un seul mouvement comme ça. Et donc moi, j'aurais dit à Benoît Hamon, s'il m'avait fait l'honneur de me consulter, j'aurais dit reste au Parti socialiste et battons-nous jusqu'au bout pour essayer de sauver ce qui est sauvable, peut-être de prendre la direction. Je vous ai parlé de Jérémy Corbyn tout à l'heure. Et je vous dis, si on gagne et qu'on réussit à faire Jérémy Corbyn, on sauve du même coup toute la gauche. Si on perd, ben on en tirera les conclusions ensemble. Marie-Noëlle Niemann, Emmanuel Morel, Christian Paul, Benoît Hamon et tous, on en tirera les conclusions ensemble pour faire une gauche unie. Et j'ai trouvé que l'initiative de Benoît Hamon, un peu individuelle, pas discutée, pas collective, et en plus pas compréhensible par les militants dans le Parti socialiste qui sont d'accord avec lui, qui aujourd'hui se disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au N17-17, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou bien est-ce que je me bats encore dans le Parti socialiste si tout n'est pas totalement encore foutu? Donc on est exactement dans ce cas de figure. Moi, je suis pour me battre, je voudrais exiger de la direction du parti qu'elle applique les statuts. Quand Badelis a démissionné, il faut donc élire un nouveau premier secrétaire. On n'a qu'à le faire à la rentrée en septembre. Il y aura 5-6 candidats, les militants voteront, donc on verra déjà comment se répartissent les forces. Et puis ensuite, je suis pour un congrès à la fin de l'année, parce que je suis pour tirer le bilan, on ne va pas passer l'éponge comme ça sur les 5 ans de Hollande. Et je suis pour repartir à gauche comme Jérémy Corbyn. Et s'ils ne m'écoutent pas, ce sera le PASOK. Alors, à propos d'écouter, on a 2 auditeurs. Si je me permets juste de faire une petite blague. Non, Moni, on a pas mal d'auditeurs qui arrivent. Donc, excusez-moi, je vais donner la parole à Valoro, puis à Sam, puis à Darz. Valoro, c'est à toi. Oui, donc bonsoir Monsieur Filoche, enchanté. Bonsoir. Voilà, moi je vous ai écouté. Il y a quelque chose qui me fait très très peur quand même. Je ne vous entends parler que d'appareils. Que d'appareils, que d'appareils, que d'appareils. Alors ça, si vous voulez, c'est quelque chose, moi c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis abstenu pendant des années. Voilà. Pourquoi je suis à la France Insoumise? Parce que justement, c'est pas un parti, c'est un mouvement citoyen. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le programme. C'est pas la personne qui représente. Que ce soit Mélenchon, Tata Titi, un chat à la limite, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions, c'est les propositions qui sont apportées. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si c'est Pierre-Paul Jacques. Je vous ai entendu avec plaisir, mais vous remarquez que toutes les questions qui m'ont été posées sont sur les appareils. Alors moi, j'aimerais. Voilà, moi, il y a des choses. Excusez-moi, je réponds aux questions. Deuxième chose, moi, je ne suis pas un homme d'appareil. Je suis un militant syndicaliste de terrain, tous les comités. Moi, quand il y avait la loi El Khomri, je ne parlais pas pour un appareil. J'ai fait 160 meetings contre la loi El Khomri, j'ai écrit 1000 articles, c'était pas au nom d'un appareil. Non, mais c'était pas une attaque contre vous. Hein. Pas une non, mais je tiens à le dire, parce que moi aussi, je n'aime pas les appareils. Mais les appareils existent. On est obligé à la fois pour les dépasser de faire avec. Parce que les organisations traditionnelles, vous savez, notre classe, le salariat, est une classe dominée. Oui. Et c'est pas facile pour elle de s'émanciper de ces partis traditionnels. Parce qu'ils sont à son histoire. Elle ne s'en émancipe en fait que quand elle peut les remplacer. Alors que je sache, France Insoumise, je vous respecte, mais ne peut pas encore remplacer. Et deuxièmement, c'est un appareil aussi, monsieur, vous savez, même si vous l'appelez mouvement. Et ce qui compte plutôt, c'est que quand il y a des partis, il y a des droits de tendance, des élections à la proportionnelle, des congrès, la possibilité de publier des textes, de changer la ligne, c'est ça qui compte. Oui, mais là, le programme de ce qui est pire, c'est d'avoir... Moi, je milite contre les partis verticaux, plébiscitaires et centralistes. Je suis pour des partis pluriels, démocratiques et proportionnels. C'est de la meilleure façon, à mes yeux, de lutter contre les appareils. Parce que monsieur, vous me dites, j'en ai rien à faire du chef, ça peut être un chat. C'est pas vrai, vous savez comme moi. Particulièrement, je trouve pas que Mélenchon, pour nous, enfin... Mais vous êtes obligé, monsieur.
Oui, d'accord. Oui, vous êtes obligé. voilà, vous l'avez dit, on est obligé. Mais je veux dire, c'est pas un choix, on est obligé. C'est comme moi, je vous ai dit au début, il y a 19 partis de gauche, il y a 8 syndicats. Et on a besoin des syndicats. Et Non, mais ça, je dis pas le contraire. Non, mais ça, je suis pas contre les syndicats. Permettez-moi de vous dire qu'à la tête des syndicats, il y a des appareils. Il y a toujours eu des appareils. Qu'est-ce que c'est un appareil? C'est la direction d'un parti qui s'émancipe de sa base. Lénine expliquait ça pour le Labour Party en 1906. C'était Lloyd George qui était le chef de l'époque. Et Lénine disait c'est le Lloyd George. C'est un parti ouvrier bourgeois. Alors les gens, c'est ce qu'a fait ouvrier bourgeois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-il ouvrier, est-il bourgeois? Eh ben non, ça voulait dire bien, ça voulait dire que la base était ouvrière et que la direction s'était embourgeoisée parce que comme elle était dans les députés, elle avait de l'argent en plus, elle avait des connaissances en plus, un pouvoir en plus, et la base, l'appareil s'auto-entretient. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir des partis où justement on ne puisse pas laisser d'indépendance aux appareils et les laisser prendre le pas sur la base. Mais par exemple, je veux dire, moi, sur la différence entre la France Insoumise et le PS, enfin, le mouvement de Hamon, pas le nouveau mouvement, enfin, à l'époque de la présidentielle, sur le programme du PS de présidentielle, sincèrement, moi, voilà, il y a des choses qui n'existent que à la France Insoumise. Est-ce que vous avez des statuts? Est-ce que vous avez des statuts? Bah, on a été obligé, j'ai appris parce que j'ai rencontré l'avocat qui s'occupe de la France Insoumise pour rentrer à l'Assemblée nationale. Il paraîtrait que dans le règlement de l'Assemblée nationale, on est obligé, pour des questions administratives et de loi, que ça soit un statut politique. Enfin, Alors, est-ce que c'est dans ces statuts, il est prévu d'élire les directions à la proportionnelle sur la base de motion? Je les ai pas lus, je peux pas vous le dire. Je les ai pas lus personnellement. Donc, je vous le dis, c'est très important à mes yeux. Non, mais ça, je suis d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, si je voulais rentrer la France Insoumise et que je voulais corriger la phrase qui nous a fait discuter tout à l'heure sur la fusion de l'impôt et des cotisations sociales, jamais je soutiendrai un mouvement qui veut fusionner l'impôt et les cotisations. Écoutez, admettez, je veux adhérer à la France Insoumise. Oui. Je sais à peu près qui a écrit cette phrase. Je les connais un petit peu économiquement et tout ça. Je vais donc tout de suite déposer un amendement en disant changez-moi ça. Oui. Comment ça va être tranché entre moi et ceux qui ont fait l'écriture du programme L'Avenir en commun? Comment ça va être tranché entre ma proposition et la leur? Moi, en tout cas, ce que je sais de l'écriture de l'Avenir en commun, c'est que c'est 3500 citoyens qui se sont réunis pour écrire l'Avenir en commun. Donc, je sais bien, mais comment ils ont fait une erreur là-dessus? Considérable. Si c'est des citoyens, non, mais si c'est des citoyens qui ont écrit ça, ils n'étaient pas tous spécialistes de tous les domaines. D'accord, j'entends bien. Mais donc, admettons bien sûr qu'ils n'ont pas vu la gravité du problème. Ils n'ont pas vu que cet aspect-là du problème était essentiel dans un programme. Donc, je propose de le changer. Comment on va pouvoir le faire? Moi, je trouve que ça serait très bien qu'on puisse, lorsqu'il y a des points, notamment, il y a 2-3 points également où je suis d'accord pour qu'on améliore le programme, ça je suis tout à fait pour, et qu'il y ait une collégialité et qu'il y ait une sorte de débat en interne de la France Insoumise. Alors, dites-moi comment ça va être tranché. Alors, parce qu'il va forcément y avoir des gens qui vont défendre ça. Je connais mon ami Lim Ouangdok. On s'est déjà discuté à l'intérieur du Parti Socialiste sur cette question. Oui. Il défendait déjà ça dans le Parti Socialiste. Donc, il vous a ramené ça du Parti Socialiste dans votre programme de France Insoumise. Moi, j'ai toujours été gauche socialiste opposé à Lim Ouangdok sur cette question. On a eu toute mémoire de militants, ça fait 15 ans qu'on a discuté de ça. Est-ce que M. Généreux est également pour? Pardon. Juste un instant. Jacques Généreux, me semble-t-il, je n'en suis pas sûr, était plutôt sur ma position que sur celle de Lim. Mais bon. Alors, si j'ai bien compris, en fait, Valero et Gérard, l'un comme l'autre, vous défendez en fait dans n'importe quel parti, et en particulier pour le parti de Valero, pour la France Insoumise, le but est d'avoir une démocratie liquide qui permette justement d'amender, d'optimiser, d'itérer en fait les programmes dans le but et afin que typiquement la majorité des militants, ce soit eux réellement, ce soit la base qui puisse modifier le programme et qui puisse le faire vivre. C'est bien ce que j'ai compris. Oui, en tout cas moi pour oui. En tout cas, vous voyez bien que je ne parle pas que des appareils, monsieur. Je suis en train de vous parler de la démocratie dans les partis. Et comment elle peut s'exercer contre l'appareil. À ce moment-là, je suis pour la démocratie liquide. Donc, de toute manière, ça, je sais pour. Merci pour cette question, Valero. On va passer à Darz, qui a lui aussi une question. Oui, excusez-moi.
Oui, bonsoir, Monsieur Filoche. Bonsoir. Alors, on en a déjà longuement parlé tout à l'heure hein, concernant cet accord qui n'a pas pu être possible entre Mélenchon et Hamon. Et j'avais l'impression que vous disiez que finalement, bah, c'était pour des différences qui étaient assez mineures. Euh, Moi, j'ai l'impression, tout à l'heure, vous parliez de lutte des classes et que c'est quelque chose de très important pour vous. J'ai l'impression qu'en fait, cette lutte des classes, ces différentes classes sont au cœur en fait du problème qui a amené Mélenchon et Hamon à ne pas pouvoir s'entendre. Pourquoi? Parce que finalement, la gauche, elle est plurielle. Donc on a aussi bien des classes moyennes, des classes aisées, que des classes populaires. Et bien que leurs intérêts se rejoignent, ils ne sont pas tous sensibles aux mêmes questions. Et il se trouve que bah, les classes moyennes et aisées, elles sont plutôt sur l'écologie, la sixième République, la fiscalité, et les classes populaires sur la lutte des classes, donc une certaine défiance à l'égard de l'Europe actuelle, l'augmentation du SMIC, enfin voilà, sur d'autres questions. Euh, Aujourd'hui, on dit souvent que Mélenchon et Hamon ne peuvent pas s'entendre sur l'Europe. Et je pense que ça, en fait, c'est une question qui est fondamentale parce que elle traduit en fait la différence entre les deux électorats, l'électorat de la France Insoumise et l'électorat de Benoît Hamon. Benoît Hamon s'adresse principalement aux classes moyennes et aisées, et la France Insoumise, à travers le populisme assumé de Jean-Luc Mélenchon, s'adresse également aux classes populaires. Du coup, moi, en tant qu'insoumis, aujourd'hui, quand je vois le mouvement de Benoît Hamon, j'ai envie de leur dire, mais vous oubliez une partie de l'électorat de gauche. Vous les oubliez, vous ne leur parlez pas. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour résoudre ce problème concernant l'UE, qui n'est pas un problème mineur, qui n'est pas un problème de personne? Je vous remercie pour votre question qui est vaste et passionnante. Mais je ne partage pas d'abord les analyses de base. Pour moi, il n'y a pas de classe moyenne en France. D'accord. Il y a un salariat. 93% des actifs sont salariés, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Et 98% de ces 93% gagnent moins de 3 200 euros. Il n'y a que 1 ou 2% des gens qui gagnent plus de 3 200 euros et qui font les 1% de l'oligarchie qui nous opprime et nous pille. Donc je pense qu'on peut unifier le salariat. C'est beaucoup plus facile que ça à faire. Ensuite, il n'y a pas de différence, selon moi, entre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et ceux de Benoît Hamon. C'est les mêmes. Et d'ailleurs, il y a 2-3 millions d'électeurs qui avaient l'intention de voter Hamon, qui ont voté Mélenchon dans la phase finale pour le célèbre vote utile, en se disant on va avoir un candidat au deuxième tour. Mais j'avais déjà fait l'étude entre le vote de Mélenchon en 2012 et l'étude des voix Hollande. Là où Hollande était fort, là où Mélenchon était fort, Hollande était fort. Les deux électorats se recoupent parfaitement, c'est le même. Et ils se différencient seulement sur un certain nombre de thèmes qui sont mis en avant et qui lui conviennent ou pas. Or, entre Hamon et Mélenchon, nous avions 80% de thèmes qui étaient communs. Et d'ailleurs, Mélenchon lui-même, dans le seul lettre qu'il adresse à Benoît Hamon au début de mars, et dans la vidéo qu'il fait, dit « Cher Benoît, nos positions sont voisines ». Et il pose des questions qui sont résolues facilement, l'application de la loi El Khomri, contre le CICE, tout le monde était d'accord, de Benoît Hamon à Mélenchon. Ensuite, il dit « Sur l'Europe, c'est plus compliqué ». Mais je vous ai déjà répondu sur l'Europe il y a à peu près une demi-heure. Je vous dis qu'à mon avis, comme c'était une question de rapport de force, ça n'était pas le fond du problème et ça n'était pas une raison pour ne pas passer accord. Parce qu'on ne peut pas passer accord au nom de difficultés à venir si on est d'accord sur ce qu'il faut faire immédiat. Je vous le dis. Parce que si vous faites le SMIC à 1800 euros, la semaine de 32 heures, que vous faites la retraite en Europe, tout change. Vous comprenez? Oui, alors. Ce n'est pas l'Europe qui nous empêche. Je comprends bien, en fait. Chômage. Le chômage ne vient pas à cause de l'Europe. D'accord. L'austérité ne vient pas à cause de l'Europe. L'austérité vient à cause de notre gouvernement, de nos patrons. Et moi, je suis lutte de classe parce que je ne suis pas peuple. Je ne suis pas français et insoumis. Je suis syndiqué et salarié. J'ai une approche différente de vous. Alors, c'est vrai qu'il y a une approche différente de vous dans la vision du monde, je suis en train de le dire, la stratégie. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse se mettre d'accord sur le SMIC à 1800 euros, la retraite à 60 ans, la semaine de 32 heures. Mais oui, bien sûr. C'est ça le problème. Pourquoi on ne l'a pas fait? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que sur la majorité de ces thèmes-là, effectivement, ils défendent la même chose, ils sont très proches. Alors, on pouvait faire la mais malheureusement, il y a, comme vous dites, donc il y avait 80% en commun, et puis malheureusement, il y a ces 20%. Et sur la méthode, sur l'Europe. Oui, non, mais attendez, ça n'est pas, quand on a 80% de points d'accord, on n'a pas le droit d'invoquer les 20% pour ne pas se mettre d'accord. Et pourtant, parce que la gauche, excusez-moi, vous savez, quand le PC et le PS se sont mis d'accord pour faire le Front populaire, la divergence entre les deux partis
sur l'approche du fascisme, sur l'économie, sur le comportement par rapport à la Russie, sur tout ça, ils avaient à ce moment-là que 20% d'accord. Mais avec 20% d'accord, ils ont fait le Front populaire, qui lui-même a mis en route des grèves qui ont gagné les 40 heures et les congés payés. Ils avaient que 20% d'accord. S'ils avaient invoqué, s'ils avaient dit, quelqu'un du PC avait dit, qui soutiennent au PS, soutenez d'abord l'URSS. Puis si le PS avait dit, dissolidarisez-vous d'abord de Staline, ils seraient jamais mis d'accord. Non, mais Donc c'était bien plus grave, Staline, excusez-moi, c'était bien plus grave, Staline, l'URSS et Hitler à cette époque que l'Europe. Et ils se sont mis d'accord pour faire un front populaire sur ce qui les unissait. Et ils ont mis de côté ce qui les séparait. Ce serait super. Le front unique, ça se résume en une formule. Pensons, marchons séparément s'il le faut, mais frappons ensemble. Le problème, c'est qu'avec l'aide des médias aujourd'hui, Mélenchon et la France Insoumise sont décrits comme de dangereux eurosceptiques. À mes yeux, qu'est-ce que je viens de faire? Moi, j'ai voté contre Maastricht. Je suis pas comme Jean-Luc. J'ai voté contre Maastricht quand j'étais tout petit. Je sais, d'ailleurs, Jean-luc le regrette, il l'admet. Bah oui, vous savez, à l'époque, il a fallu se battre pour le lutter. Ça n'est pas passé comme une lettre à la certainement, mais je ne tiens pas à parler de Maastricht, je tiens à parler de la situation actuelle aujourd'hui. Et il se trouve qu'il y a quand même tout un électorat de gauche qui est très inquiet d'une potentielle sortie de l'UE et qui voit le plan A, plan B comme, en gros, le plan B, on sort. Et ça leur fait peur. Et généralement, ce ne sont pas des ouvriers, des agriculteurs, des smicards, des salariés de la petite fonction publique. En général, ce sont plutôt les gens pour qui l'Europe n'est pas encore un drame, en fait, qui ne sont pas encore les grands perdants de la mondialisation. Et ça, c'est un clivage qui est quand même assez important. Oui, mais écoutez, il est idéologique, il est institutionnel, il est économique. Mais comment voulons-nous passer même d'un plan A à un plan B? Faisons d'abord le plan A. Bien parce sûr. que anticiper, ne pas se mettre d'accord parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan B, alors qu'ensemble, on n'a pas commencé le plan A, me semble aussi ridicule que si le PC et le PS en 1935 et 1936 avaient dit mettons-nous d'abord sur l'URSS avant de faire le Front populaire. Mais le plan A, en fait, a du poids grâce à l'existence du plan B. S'il n'y a pas de plan B, en fait, le plan A n'a pas de poids. Et on se retrouve comme Hollande à aller voir Angela Merkel et à lui dire écoutez, on veut changer l'Europe. Et Merkel dit nein. Et voilà. J'entends l'argument, mais j'ai entendu aussi le débat Piketty est généreux. Parce que Piketty dit mais moi aussi, je suis pour un plan B. Bon, j'y mets peut-être moins d'importance que vous, mais je suis aussi pour un plan B parce qu'on ne peut pas rester dans le plan A. Et moi, j'ai une analyse de ma propre personne. Je vous dis que de toute façon, l'Europe va imploser. C'est-à-dire que même si on ne faisait ni plan A ni plan B, elle va éclater parce que le résultat de la politique libérale, c'est de la faire éclater. Mais voilà, donc, exactement. Voilà. Et c'est pour donc ça voilà, que donc moi je dis pas, on n'a pas de crainte alors. Mais c'est pour ça que faire peur aux gens en leur disant avec le plan B on sort de l'Europe, c'est un leurre, parce que de toute façon, l'Europe va éclater si jamais on continue comme ça. Alors il n'y avait pas de raison de ne pas se mettre d'accord, si vous êtes d'accord. Mais bien sûr. Alors pourquoi avoir mis un plan B comme préalable à l'accord sur le reste? D'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon ne l'avait pas fait, puisqu'il avait dit nos positions sont voisines. Et moi je vous assure, quand j'ai écrit un texte d'accord, il est sur mon blog, un texte d'accord entre Mélenchon et Hamon, j'avais trouvé des formules sur un paragraphe, celui sur l'Europe, qui pouvaient être signées par les deux. Attendez, toujours est-il. J'ai un flash pour bien vous comprendre. Vous avez écrit sur votre blog, donc là il est publié. On peut voir en fait un texte que vous avez proposé donc à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon pour s'entendre. Oui, absolument. Et leur réaction à l'époque, je ne pouvais pas le rendre public parce que ça ne pouvait pas se faire comme ça aurait paru gênant, une intervention incongrue. Mais j'ai pris le contact avec les uns et les autres et j'ai essayé de dire voilà le texte qui est possible. Bon, ça n'a pas conclu. Mais je l'ai gardé pour moi jusqu'au 24 avril. Parce que bon, moi je voulais que ça soit un accord entre les deux et il y avait une partie diplomatique à réussir. Malheureusement, elle n'a pas été réussie. Oui, voilà. Et quand ça a été fini, j'ai publié le texte et j'ai même publié un projet de réponse que j'avais fait au nom de Benoît Hamon pour répondre à Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez trouver ça sur mon blog. Vous pouvez trouver ça sur mon blog daté du 25, 26 ou 27 avril. Toujours est-il, l'accord, de toute façon, venait et devait être pris de la part des deux personnes. Un front commun n'a pas été pris. Alors après, je ne sais pas, n'étant pas dans les petits papiers de ces personnes, qui est-ce qui a bloqué en particulier, qui est-ce qui ouvre en particulier. Là, on ne peut pas le savoir parce que c'est un rendez-vous secret. Oui, voilà. Ils ont décidé en secret, la pire solution de la 5e République. À deux, ils ont décidé de faire le désaccord. Alors,
toujours est-il, le désaccord a été fait. Autant pas refaire le match ou essayer Oui. de mettre des raisons d'une et l'autre. Surtout que Sam attend depuis un bon moment pour poser sa question. Sam, C'est dommage. c'est à toi. Oui, puis autour de Bonsoir. moi, ma famille s'agite parce que je ne l'ai pas encore mangé. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Alors, peut-être je vais rester juste quelques secondes sur, sur la question européenne. Vous avez dit tout à l'heure sur la CSG que c'était un point qui pourrait vous empêcher complètement de rejoindre la France insoumise ou de voter pour la France insoumise. Eh bien, vous pouvez aisément imaginer que la question européenne n'est pas un détail pour les électeurs, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Elle peut même être le point crucial dans le sens où il y a des points de divergence qui sont quand même importants entre Mélenchon et Hamon. Je veux bien qu'on fasse très souvent le portrait de leurs points communs, mais par exemple, je vous prends le déficit à 3%, Benoît Hamon, il ne le refuse pas. Sur par exemple, le rôle de la Banque Centrale Européenne, Benoît Hamon est flou sur le sujet. Sur un autre point, par exemple. Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes... et même sur la négociation, il y a un point de désaccord, on va pas revenir là-dessus, mais Benoît Hamon a déclaré récemment, il y a 2 jours, je crois, que le PS aurait perdu, quelle que soit l'identité du candidat. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette phrase, et du coup... personnellement, c'est une phrase qui, parce que je souhaiterais l'unité, fait un peu mal, parce que ça voudrait dire qu'il savait qu'il allait perdre dans tous les cas, quand il dit le PS aurait perdu quelle que soit l'identité du candidat, parce que c'est l'étiquette PS qui a rebuté, en fait. Et donc, je voudrais savoir, en fait, ce que vous pensez de... Je vous remercie aussi pour ces questions. Alors, d'abord sur le... Benoît Hamon n'était pas sur les 3% de déficit. Il a dit que ce n'était pas du tout un credo et qu'il ne s'accrochait pas à ça. Sur la question de la Banque Centrale Européenne, il disait une position qui était commune. Il disait que la banque devait pouvoir prêter aux États directement, sans intermédiaire. Et ça, c'était un point commun entre nous, vous et nous. Sur la question de l'Europe, moi, je considère, mais ça, c'est un autre problème, je ne suis pas Benoît Hamon. Hein. J'ai des désaccords avec Benoît Hamon aussi. Hein. Bon. Mais sur la question européenne, je vous le dis, je pense que si le gouvernement français fait 32 heures, le SMIC à 1800 €, la retraite à 60, la limitation des précaires à 5%, reconstruire un code du travail, des prud'hommes, c'est plus explosif que tous les discours qu'on a. Vous êtes pour désobéir aux traités, si j'ai bien compris. Bien sûr, donc voilà. Entendu. Donc vous n'êtes pas sur la ligne de Benoît Hamon. Donc mais Benoît Hamon aussi, vous ne l'avez pas bien écouté, ni Thomas Piketty, ni les autres. Si. Il était comme moi, par exemple, pour une dénonciation unilatérale sur les travailleurs détachés. Et sur le plan général, l'idée, c'était que, moi, je vous le dis, ce n'est pas l'Europe qui nous empêche de redistribuer les richesses en France. C'est les gouvernements français. On peut parfaitement aller chercher les 80 milliards d'euros de fraude fiscale, les 500, 600 milliards d'avoir français dans les paradis fiscaux, taxer les multinationales. On peut parfaitement faire ça à partir du gouvernement français. Ce sera à l'Europe, au reste, c'est-à-dire aux libéraux, de réagir par rapport à nous. Donc moi, je crois qu'il n'y a rien de plus... Vous savez, le socialisme vient du ventre. Il ne vient pas des discours généraux. Et je suis un matérialiste. Si un gouvernement prend des mesures et, par exemple, augmente les cotisations sociales pour protéger la protection sociale, c'est anti-libéral européen. S'il prend l'augmentation de salaire, c'est anti-libéral européen. Si on prend des mesures pour permettre aux chômeurs de retrouver des boulots parce qu'on va faire les 32 heures et qu'on va partager le travail, c'est anti-libéral européen. Et moi, c'est ma méthode, c'est mon plan A. Et donc ça, Benoît Hamon partageait un peu, mais pas tout à fait ça. Moi, je me suis battu pour qu'il chiffre sur les 32 heures. Il ne voulait pas, il a dit réduction, il n'a jamais précisé. Je me suis battu pour qu'il dise le SMIC à 1800 €. J'ai gagné qu'il le dise à 1600 €. Je n'ai rien dit parce que c'était aussi le chiffre de Mélenchon. Donc c'était moi qui n'allais pas lui imposer 1800. Si les deux étaient d'accord pour 1600, c'est le genre de compromis qu'il fallait nécessaire de faire dans un cas comme ça. Ensuite, je disais, pas plus de 5% de précaires dans les entreprises. À un moment donné, Benoît l'a dit. Et ensuite, après, je dis, tu dois d'abord être le feuille de paye et pas du revenu universel. Vous savez, je ne suis pas pour le revenu universel.
Donc, je faisais un peu contre mauvaise fortune bon cœur quand Benoît Hamon défendait ça. Et il a fait un peu des pas dans mon sens dans la campagne quand il a dit je suis le candidat de la feuille de paix. J'avais réussi à le faire dire par Arnaud Montebourg précédemment. Et j'ai ces langues d'attaque parce que si tu parles à ça, tu parles au cœur du salariat. Bien sûr, donc, je ne vous attribuais pas ces prises de position. Je parlais bien de Benoît Hamon. Je ne m'en défends pas, non plus, mais je vais arriver à cette question de l'importance de la séparation CSG et impôts. C'est une question tellement importante dans l'assiette des gens pour leur santé, leur sécu, leur avenir, leur retraite, tellement décisive que celle-ci l'est beaucoup plus qu'un plan B. C'est l'assiette, c'est le ventre. Et je vous invite à discuter dans France Insoumise sur cette question. Vous verrez, moi j'ai écrit des dizaines d'articles, même des livres sur la sécurité sociale. J'ai un livre qui s'appelle SOS Sécu. Il y a déjà 15 ans à l'époque, Mélenchon, j'ai un coup d'œil un peu distrait là-dessus, parce que ce n'était pas tellement les questions sociales qui l'intéressaient dans le passé. Mais il aurait dû suivre ça de plus près, quand on parlait des 35 heures du code du travail, donc on parlait des institutions représentatives du personnel, des CHSCT, de la sécurité, de la redistribution par le biais des prud'hommes. Bon, il n'écoutait pas. Maintenant, il écoute, mais vous avez encore des progrès à faire. Et notamment sur ce point-là, je vous invite dans France Insoumise à avoir le débat. Je note. Et voilà. Pour la déclaration de Benoît Hamon, vous ne m'avez pas répondu sur l'EPS aurait perdu. Ah oui, vous avez raison, excusez-moi. Je crois qu'il dit une bêtise. Voilà. Parce que, je le répète, le 29 janvier, quand on avait écarté Hollande, c'est une victoire pour nous. On a battu Valls, c'est une victoire pour nous, c'était à la gauche du Parti Socialiste. Et pendant une fenêtre qui a correspondu à 11 semaines, entre le 29 janvier et le 23 avril, si on faisait l'accord avec Mélenchon, on gagnait tous. Mais il fallait faire l'accord. J'avais obtenu de Hamon, dans la primaire, qu'ils disent, vous vous souvenez, le 29 janvier, j'appellerai Mélenchon et nous nous mettrons d'accord. Il avait ajouté, je ne ferai pas de ma candidature. Et vous savez, ces deux phrases, elles viennent en partie de moi, parce que j'avais obtenu la même déclaration de Montebourg. J'avais dit à Montebourg, je te soutiens si tu dis que le 29 janvier, tu te mets d'accord avec Mélenchon. Montebourg a été battu. Et Hamon dit la même chose. Et Hamon a dit, et pour qu'on arrive à un accord, je ne fais pas de ma candidature à préalable. Je suis allé féliciter Benoît Hamon pour cette déclaration. Et dès le 29 janvier, je me suis battu avec lui parce qu'il ne le faisait pas. Mais il aurait pu, ça aurait pu être lui ou Jean-Luc Mélenchon. Et si vous voulez le détail de l'histoire, dans les 10 premiers jours, Hamon était donné à 17 ou 18% et Mélenchon était tombé à 9%. Moi, je n'y croyais pas. Je croyais que Mélenchon resterait toujours au-dessus d'un seuil de 11%, équivalait à peu près à un électorat traditionnel qu'il avait déjà obtenu une fois en 2012. Et un journaliste très connu des radios du matin m'a dit « Ah, vous savez, Mélenchon, c'était là qu'il fallait faire l'accord. Il ne voyait plus où il habitait, il ne s'attendait pas à ce que ce soit la gauche socialiste qui gagne. » Évidemment, puisque Jean-Luc, à plusieurs reprises, a dit qu'il défiait Hollande ou il défiait Valls. Et quand il y a eu Jean-Luc, avec les premiers sondages à 17%, il y a eu un trou d'air. Et à mon avis, il aurait fallu faire l'accord. J'ai fait une avancée qui a été peu ou pas appréciée. Moi, Filoche. Je suis allé aux Grandes Gueules parce qu'il y avait 1,5 million d'auditeurs sur RMC et j'ai dit Hamon, président, et Mélenchon, Premier ministre. On me l'a reproché après. Mais c'était le rapport de force électorale. Mais en disant Hamon, président, et Mélenchon, Premier ministre, je vous signale que je donnais une formule révolutionnaire. Parce que ça ouvrait directement un accord avec toutes les conséquences gouvernementales. Vous savez, du côté d'Hamon, il y avait des gens qui disaient ils voyaient bien Mélenchon secrétaire d'État à la jeunesse. Hein. Et quand je disais Premier ministre, c'était bouleversant pour tout le Parti socialiste. Et à ce moment-là, Cambadélis a dit à Hamon, c'est toi qui diriges ta campagne. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Fais comme tu veux. Et si Hamon avait signé, nous serions aujourd'hui au pouvoir et pas à pleurer tous contre les ordonnances de Macron. Une dernière, s'il vous plaît. J'ai une question. Allez, ça me pose ta dernière question et je poserai une dernière question avant de clore l'émission parce qu'il commence à être tard. Un peu sur le présent, du coup. Vous avez dit une phrase qui m'a un petit peu surprise quand quelqu'un vous a demandé d'accord pour le Parti Socialiste, mais qu'est-ce que vous faites des... je ne sais pas quel mot a été utilisé, moi j'avais utilisé le terme de Macron compatible qu'il y a encore et toujours au Parti Socialiste. Vous avez dit non mais ceux-là, ils sont partis. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Rien que parmi les députés qui ont été élus, je vais vous en citer que quelques-uns, Le Foll, Dussopt, Bricout, Pueyo, tout cela c'est des Macron compatibles et il y en a encore full au Parti Socialiste. Mais et si vous m'avez écouté tout à l'heure, j'ai dit que ceux qui avaient voté pour la confiance à Macron, c'était dehors, et ceux qui s'étaient abstenus, ils ne pourraient pas tenir. Parce que la lutte de classe va être telle que petit à petit, ils vont s'épurer, soit passer chez Macron, soit baisser les bras.
et que moi, j'appuyais les 5 députés héroïques du Parti socialiste qui avaient voté contre la confiance. Et qu'en même temps, on avait, la gauche socialiste, gagné un certain nombre de batailles, puisque le Bureau national et le Conseil national se sont déclarés dans l'opposition, c'est-à-dire incompatibles avec Macron. Et moi, j'explique sur tous les tons qu'on ne peut pas être socialiste et pour Macron, c'est incompatible. Et c'est pour ça que... Là, on parle des députés. Et ceux qui n'ont pas été élus, députés, sont encore... vous avez bien compris. Les députés, oui. Vous avez bien compris, c'est 5 contre, 21 abstentions et 3 pour. Hein, donc, les 3 pour à haute, les 21, eh ben, le temps que ça clarifie, puis qu'ils comprennent les ordonnances et tout ça, et on verra lesquels resteront ou pas à la fin. Et les 5 contre, ils deviendront peut-être 10 contre, 12 contre ou 13 contre à l'arrivée. Surtout si on gagne une bataille dans le Parti socialiste, que je dis, je veux un congrès le plus vite possible, et je veux élire un dirigeant le plus vite possible pour qu'on soit en bataille contre Je vous souhaite de gagner, mais en cas d'échec, si on enlève les députés, les grandes figures, il y a encore des cadres du Parti socialiste qui sont Macron compatibles. Oui, je vous ai dit, mais une fois enlevé les Macron, vous avez à peu près 17 000 élus, il en reste 10, 12 000. Sur les départements, sur 41 départements, il y en a plusieurs qui vont passer chez Macron. Sur les villes de plus de 10 000 habitants, on en a 1000 qui ont un maire socialiste. Il semble que cela soit resté, ça soit après décomptation. Sur les régions, sur 6 régions qui étaient socialistes, la majorité socialiste, il y en a 2, 3 qui restent. Donc il nous reste à peu près un tiers des forces que le Parti socialiste avait avant cette désastreuse bataille. Tout est déliquescent. Est-ce que nous allons réussir avec ce qu'on a comme force? On en a perdu aussi beaucoup. Est-ce que nous allons réussir à renverser le rapport et à faire du Jérémy Corbyn? Je n'en suis pas sûr. J'ai dit tout à l'heure que tout n'était pas encore totalement foutu. Mais je ne veux pas arrêter une bataille avant de l'avoir menée jusqu'au bout. Oui, si je l'amène jusqu'au bout et un congrès et que ça ne change plus rien, nous font comme tout le monde, nous en tirerons les conséquences. D'ailleurs, à la gauche socialiste, autour de la revue Démocratie et Socialisme, s'est structuré un peu plus qu'elle ne le faisait. On a fait un réseau beaucoup plus structuré, avec des cotisations, avec des correspondants dans tous les départements, pour pouvoir, dans cette hypothèse, continuer à agir politique et défendre le programme qui est le nôtre. D'accord. Alors, merci Sam pour ces questions bien pointées. D'ailleurs, j'ai une dernière question qui n'est pas nécessairement tournée vers la politique uniquement, mais plutôt vers votre action syndicaliste. Et pour moi-même, n'étant pas syndiqué, étant indépendant, j'ai un peu de mal à comprendre. Je suis les mouvements sociaux de manière professionnelle maintenant depuis plus ou moins une décennie, et j'ai vu une tendance en fait de voir les luttes sociales se dissoudre plus ou moins durant les grandes vacances. C'est-à-dire, on verra apparemment à partir du 15 juillet jusqu'à début septembre, il n'y a pas grand-chose qui se passe, principalement en 2016 au niveau de la loi travail, où début juillet, on a eu des dernières manifestations, puis quand c'était important, plus rien. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, il y a une raison, bien sûr, tout le monde la devine. C'est à un moment donné, surtout quand l'année dernière, on a fait 14 manifestations, on en a fait 13 avant l'été et la 14e en septembre. Et quand il y a un épuisement et un temps repos social collectif, c'est très difficile à surmonter. Vous savez, les dernières grandes grèves d'été, moi je m'en souviens, j'avais 8 ans, mon père était à la SNCF, c'était les cheminots et les PTT en août 53. Et donc, ça commence à dater, oui. Ah oui, ça date, mais vous n'avez pas eu d'autres mouvements, même mai 68 s'est arrêté au début juillet. Les dernières grèves ont fini jusqu'à juin, quasiment la veille des élections législatives du dernier week-end de juin 68. Et vous avez peu d'exceptions à ça du point de vue de l'été. Alors bon, c'est un rythme. Vous savez, les rythmes sont aussi faits pour être oubliés. Parce que moi, je ne crois pas qu'on va avoir à nouveau 13 manifs comme l'année dernière. Le corollaire, je le dis, c'est de ma question. On ne peut pas gagner avec seulement des manifs. Je veux dire, les gens ne vont pas refaire 13 manifs. Et les grands moments où on a gagné, c'est comme en juin 36 ou en mai 68, quand les entreprises ont été occupées. Je ne parle pas des places de la République ni debout, les patrons s'en foutent. Les patrons, ce qu'ils craignent, c'est que leurs entreprises soient occupées parce qu'ils ne peuvent plus faire de pognon. Et c'est quand ils ne peuvent plus faire de pognon qu'on a le rapport de force, c'est qu'à ce moment-là, ils négocient. Et donc, je le dis, moi, je ne peux pas donner des consignes, des mots d'ordre, personne ne peut le faire, ni même les organisations syndicales. La grève en 68, elle n'a pas démarré sur des consignes. Elle a démarré quand les gens ont considéré que c'était mûr et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ça peut parfaitement arriver face à Macron à un moment donné. En tout cas, je le souhaite. Je le dis parce que je le souhaite. Alors, le corollaire de ma question, c'est en effet la lutte des classes, comme vous le dites, on la respire, on la vit tous les jours. Mais si la lutte sociale est soluble dans les vacances, mais
quel sérieux on peut apporter derrière? Il y a pas de quoi, c'est pas désespérant, c'est comme ça. Bah, C'est les mouvements, vous savez, le mouvement social, il a son rythme, il a ses montées et ses reculs, il a ses élans et ses ressacs. C'est pas les appareils, pour prendre une question, qui les déterminent. C'est les pulsions, la force de l'indignation. Et là, les gens ont senti un coup de massue dans les 6 mois qui viennent de s'écouler. La défaite tragique, c'est le 23 avril à 20h. La deuxième défaite tragique, c'est quand la gauche totalise 70 députés le 18 juin à 20h.